On s'imagine que la survie, ça fait des gens durs, mais la survie bien faite, ça fait des gens humains, ça fait des gens bienveillants, ça fait des gens heureux, ça fait des gens libres. Ça, c'est David Maniz. Depuis 20 ans, il analyse comment les individus meurent et comment les survivants survivent. Les gens qui survivent à tout, c'est pas juste ceux qui ont peur de mourir, c'est ceux qui ont envie de vivre. David est le fondateur du CEETS, qui organise des stages de survie dans toute la France, et l'auteur de Quick and Dirty, une méthode de préparation physique généraliste et minimaliste pour devenir résilient. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi personne n'intervient lors d'un viol en public. Il y a plusieurs phénomènes dans les groupes et dans les foules, mais il y a un truc de base qui est la dilution de la responsabilité. Pourquoi les enfants s'en sortent mieux que les adultes en survie. Une grosse partie de mon boulot, c'est aussi de ramener les gens à écouter les signaux de leur corps, quoi. Comment les agresseurs sélectionnent leurs victimes. Ça m'arrivait souvent d'avoir des bagarres. À partir du moment où j'ai commencé à arrêter de montrer mes gros bras et de rouler des mécaniques, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et comment se préparer physiquement pour survivre aux imprévus. C'est une séquence d'acclimatation au chaud. On est fait pour, en fait. Ça fait partie de l'entraînement. Vous enseignez aux gens à rester en vie. Pourquoi ça devrait aussi concerner Jean-Michel Comptable, qui est à la Défense, et pas uniquement les gens qui font de la rando, qui s'intéressent à la survie, etc. Parce que qui peut le plus peut le moins, déjà. Quand on sait gérer sa température corporelle en hiver sous la pluie dans les Ardennes belges, eh ben, on peut très bien la gérer aussi à la Défense s'il fait mauvais. Et au lieu d'être dans une situation de survie où on est à 2 doigts de mourir et se retrouver dans une situation inconfortable, on va se retrouver dans une situation inconfortable où d'un coup on est complètement confortable. C'est les mêmes outils en fait qui nous servent à gérer les crises et l'adversité un peu extrême, qui nous servent aussi à gérer l'adversité un peu ordinaire et nous permettre d'être bien. Donc, ne serait-ce que pour notre confort, les techniques de survie et surtout les principes qui sous-tendent les techniques de survie sont complètement utilisables dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que la gestion du stress, la prise de décision, tout ce qui est préparation et anticipation et résolution des problèmes avant qu'ils arrivent. Ça, c'est des trucs qu'on peut utiliser comme principe au quotidien et qui sont de la vie, en fait, qui sont pas de la survie, quoi. Ok, et qui sont pas réservés du coup aux personnes qui vont souvent en nature. Pas du tout. Et puis la survie, ça peut survenir quand on est en voyage à Marseille. Ça peut survenir parce qu'on a subitement un accident de la route, parce que y a un attentat, parce que on se retrouve dans une période difficile de sa vie. C'est pas qu'en milieu naturel ou isolé ou catastrophique, ça peut arriver dans notre vie de tous les jours, quoi. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir plus de solutions que de problèmes, en fait. Et quand on a plus de solutions que de problèmes, on vit bien. Et souvent, je dis souvent que quand on a fait un stage de survie, il nous arrive plus jamais de problèmes dans la nature ou en rando parce qu'on les règle avant qu'ils arrivent. Et on parle pas trop des trains qui arrivent à l'heure en général, mais en fait, les gens qui viennent faire des stages chez nous, après, ils ont plus d'aventure, quoi. Leur vie devient ennuyeuse et c'est très bien comme ça, en fait. Ouais, donc c'est devenir proactif. Je crois que vous le mettez beaucoup en avant d'ailleurs, hein. Devenir proactif dans la prévention et pas être dans la réaction aux événements, parce qu'une fois que ça arrive, en fait, c'est presque trop tard. Si on sait pas réguler sa température et qu'on est dans une situation où il faut qu'on la régule, en fait, fallait y penser avant, quoi. Bah, comme dit mon prof de Kung Fu, c'est pas quand on a soif qu'il faut commencer à creuser un puits. Donc c'est vraiment ouais. J'aime beaucoup planifier un peu avec, c'est un peu mes travers et ma déformation professionnelle, mais j'aime beaucoup planifier avec plan principal, plan secondaire, plan de contingence. En gros, tout ce qui pourrait arriver, qu'est-ce que je fais si, et puis après le plan d'urgence où j'abandonne mon objectif initial et juste j'essaie de pas mourir, quoi. Et cette planification en 4 étapes où j'ai deux plans qui sont tous les deux cool et je vais choisir le plus cool. Le plan de contingence qui me permet de gérer tous les problèmes et que ce soit quand même cool. Et après, le plan d'urgence qui est vraiment le plan. Si jamais si je dois changer de plan, en fait. C'est une approche que j'utilise pour quasiment tout maintenant. Dès qu'il y a un petit peu d'enjeu ou un petit peu d'incertitude, je mets ça en place et ça devient une espèce de manière de penser qui est automatique, entre guillemets. Enfin, ça me demande pas beaucoup de temps avec une analyse de risque et avec la préparation matérielle qui va avec. Mais ça me sert quand je vais en vacances, quoi. Je fais mon sac pour partir en rando à la con derrière chez moi pour passer 2-3 jours tranquille avec mes gamins, mais je fais ça en fait. J'ai l'itinéraire A, l'itinéraire B, si jamais il se passe ci, on fait ça, si jamais il se passe ci, on fait ça, et puis plan d'urgence, on rentre à la maison, on appelle l'hélico ou machin. Et donc tout est planifié à l'avance, tout est réfléchi à l'avance, si bien que quand il y a un problème, j'ai pas besoin de commencer à réfléchir. C'est déjà tout planifié dans ma tête et j'ai plein de blocs Lego déjà tout fait que je peux utiliser pour boucher les trous, quoi.
Et puis, ça me permet de pas devoir y penser pendant et du coup être complètement détendu et profiter, en fait. Et ça détend tout le monde, ça me détend moi, mais ça détend aussi les gamins qui sentent bien que en fait, tout est géré, ils peuvent se détendre et ils peuvent kiffer, quoi. Et voilà, donc c'est un peu une approche générale pour les finances, pour la santé, pour un peu tout, en fait. Donc, juste pour résumer, pour être sûr de bien comprendre, plan principal, plan secondaire, c'est deux alternatives, deux voies, par exemple, à prendre pour une rando, ou deux Ouais, itinéraires. ouais. Contingence, c'est qu'est-ce qui se passe si X. Donc, Mmh. s'il se passe X, je fais Y. C'est Ouais. ça? Ouais, en gros, c'est ça. Ok. Avoir, si par exemple, il se met à pleuvoir et que ça devient glissant, qu'est-ce qu'on fait? Si par exemple, j'en sais rien, il y a trop de touristes, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tout ça, quoi. Ok. Et plan d'urgence, c'est vraiment les situations d'urgence, justement. Donc, Ouais. C'est à partir de quand on décide d'abandonner le projet et les objectifs qu'on avait et qu'on passe en mode il faut juste survivre. ok. Ok. Alors que le plan de contingence, c'est comment on continue malgré les imprévus. Exactement. Ok. Ok, je comprends mieux. Juste avant qu'on rentre dans le détail de tout ça, je pense qu'il y a une clarification qui est super importante à faire, parce que moi, je l'ai pas vu tout de suite et je l'ai découvert en faisant mes recherches. Hem, on a juste un tout petit peu effleuré la partie survie, mais vous parlez pas de survivalisme, vous parlez de survivologie. C'est quoi la différence? Alors, c'est un peu une différence rhétorique, hein, on est d'accord, mais je et je veux pas faire de généralité, dans le sens où je connais plein de gens qui disent qu'ils sont survivalistes, qui en fait sont survivologues au sens où moi je l'entends. Donc c'est un peu une étiquette et puis c'est un petit peu un combat d'étiquette et d'image un peu aussi. Mais moi je pars du principe que la survie c'est pas un truc politique, c'est un truc complètement rationnel et qui a rien à voir avec une posture politique ou des croyances que le monde va s'effondrer ou qu'on va tous mourir ou ce genre de truc. Simplement, il y a des risques dans la vie et on apprend à les gérer, quoi. Et la survivologie, c'est l'étude, en gros, enfin, c'est une approche rationnelle à tendance scientifique, c'est-à-dire qu'on essaie de sourcer ce qu'on raconte, on essaie de voir des études, des manières, comment dire, des manières vraiment rationnelles d'analyser le risque, de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour gérer ce risque et comment on le transmet le plus efficacement et la manière la plus safe, quoi. Et du coup, la survivologie, ben, en gros, c'est l'étude de comment les organismes, que ce soit les êtres vivants, mais aussi ça peut être, je sais pas, les boîtes, les sociétés, les assos, les civilisations survivent et ne meurent pas, quoi, face à l'adversité et profitent limite de l'adversité pour grandir. OK. Ouais, la grosse différence, c'est ça, c'est que c'est une démarche purement, rationnelle, comme vous l'avez dit. C'est pas une démarche du tout engagée ou de rébellion ou de Ouais. combat, Ouais, on n'a pas de croyance politique déjà. On n'a pas de, enfin, il n'y a pas de parti pris politique. C'est-à-dire que quelqu'un, peu importe ses sensibilités de gauche, de droite, de machin, de truc, peut très bien utiliser nos techniques et nos principes. Et pour moi, c'est pas la survie qui peut rendre quelqu'un sensible politiquement d'un côté ou de l'autre. Par contre, il y a des gens qui ont des projets politiques plus ou moins républicains et plus ou moins extrêmes qui peuvent utiliser nos techniques euh, pour faciliter leur projet. Ça oui, mais c'est pas notre but en fait. Tout comme, j'en sais rien, les nazis, ils avaient des médecins aussi, et ils utilisaient la médecine, et voilà, quoi. Ils avaient des infirmiers, ils avaient des ingénieurs, et c'est une instrumentalisation des compétences par un groupe politisé qui rend le truc un peu, enfin, qui rend le truc politisé, mais nous, de base, on l'est pas, quoi. OK. Vous avez parlé du coup d'approche rationnelle à tendance scientifique Mhm. et un truc que j'ai vu sur, votre blog quand, j'ai creusé un petit peu, c'est que, vous essayez de créer une sorte de base de données de cas concrets, en fait, de gens qui sont dans des situations risquées ou qui meurent et de comprendre comment est-ce qu'ils meurent et inversement, comment est-ce que survivent les survivants. Est-ce que vous avez déjà des tendances qui ressortent? Je sais que c'est assez récent, donc est-ce qu'il y a des choses qui ressortent Ah non, sur c'est pas ces. récent, hein. Pas du tout récent, c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a 20 ans. OK. Avant de créer le set, donc la société avec laquelle je fais des stages, enfin, on fait des stages parce qu'on est une dizaine de formateurs. Euh, j'ai commencé à essayer de comprendre concrètement comment les gens meurent, comment les gens survivent, qu'est-ce qui fait la plus grosse différence entre les deux, et comment l'enseigner en gros. Et j'ai du coup épluché plein de cas.
J'ai pris des articles de faits divers, des journaux, des statistiques des fédérations de montagne, des accompagnateurs en montagne, des PGHM de partout, de toutes les assos aussi, comme la Fédération française de randonnée, enfin tout ce que j'ai pu trouver comme données en fait. Et à l'international, et tout milieu confondu, c'est-à-dire dans le cercle polaire, sous la mer, sur les plateformes pétrolières, dans le désert, de partout. J'ai vraiment épluché, j'ai commencé à lister en essayant de comprendre comment ça marche en fait. Qu'est-ce qui tue les gens, qu'est-ce qui blesse les gens, qu'est-ce qui fait que les gens s'en sortent, et c'est quoi qui est le plus petit dénominateur commun de tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui se superpose de partout et qui fait qu'à un moment donné, on arrive avec une image floue qui devient nette, quoi. Et du coup, ça a donné notre première grille d'analyse et nos premiers outils conceptuels, à savoir la règle des trois. Donc, en gros, les gens meurent. Enfin, ça donne nos priorités et nos contraintes dans l'ordre, en fait. La première contrainte, c'est clairement la gestion des risques, tout bête, quoi. Donc, on dit en gros, on survit 3 secondes sans vigilance. Donc c'est l'intelligence de situation, c'est l'analyse de risque de base, c'est pas avoir d'accident bête, c'est tout ce qui peut nous tuer super vite, super fort. Après, le truc qui fait la grosse différence aussi, c'est l'oxygénation des centres vitaux, forcément. Donc 3 minutes sans oxygène dans les centres vitaux. Après, ça va être la régulation thermique. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'accidents ou d'incidents ou de décès avaient lieu soit directement parce que les gens étaient en hyperthermie ou en hypothermie. Par exemple, en randonnée, il y a énormément de malaise. Sous l'étiquette malaise, il y a énormément de trucs. Ça peut être des arrêts cardiaques, mais ça peut être aussi un malaise, genre une espèce de... Genre la personne tombe dans les pommes parce qu'elle fait une espèce de pseudo coup de chaleur et elle n'est pas forcément en danger directement, c'est-à-dire que si elle s'arrête un peu, qu'elle se met à l'ombre, qu'elle s'hydrate bien et qu'elle peut récupérer, mais c'est le moment où elle va être en train de faire un effort un peu intense, typiquement, ou alors qu'elle va avoir un petit coup de stress parce qu'elle est sur un truc à engager, et comme il fait déjà chaud, elle est déjà un peu déshydratée, elle est déjà limite en fait avec sa régulation thermique, au moment où elle a le petit coup de stress, l'adrénaline fait contracter ses vaisseaux sanguins périphériques, et du coup, sa température corporelle monte très, très vite d'un coup parce qu'il y a une concurrence entre les deux systèmes, entre le système de gestion du danger et le système de gestion de la température. Et là, à ce moment-là, elle fait un malaise parce qu'elle arrive à un seuil où son cerveau dit bon, stop, il faut se poser, et ça fonctionne plus. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle tombe dans le ravin super abrupt où elle était en train de grimper, et le truc qui lui faisait peur. Et donc, typiquement, c'est comme ça que la gestion de la température interagit vachement fort avec la gestion des risques, par exemple. Et on s'amusait à voir toutes les interactions entre tout ça et comment ça fonctionne quoi, dans le détail. Et ça, ça nous a donné après toute la règle des trois. Je vais pas la dérouler au complet, mais bon, l'idée c'est ça, quoi. 3 secondes, 3 minutes, 3 heures, donc régulation thermique, 3 jours, donc évidemment on parle d'hydratation, 3 semaines pour la bouffe, 3 mois pour l'hygiène, et puis après on dit 3 ans avec un boulot de merde, mais c'est pour la blague. Mais l'idée, c'est de parler quand même des émotions et de la gestion de de notre envie de vivre, en fait, parce que ça joue vachement. On va en reparler justement, et je trouve que c'est pas, enfin, à la base, je pense que c'est parti comme une blague, mais c'est pas si déconnant que ça en fait, parce que Non, les clairement. taux de suicide, de dépression, etc. explosent, et explosent en partie parce que les gens dans leur boulot c'est la cata et qu'ils passent leur vie dans leur boulot, donc ils n'ont pas de porte de sortie. Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est pas une, enfin ça a peut-être démarré comme une blague, mais ça l'est plus vraiment. Ah non, mais c'était une blague. Enfin, je le dis comme une blague en stage, mais c'est un truc qu'on a analysé et qu'on a constaté. Dans le sens où, clairement, les gens qui survivent à tout, c'est ceux qui sont vraiment motivés pour vivre. C'est pas D'accord. juste ceux qui ont peur de mourir, c'est ceux qui ont envie de vivre. Parce qu'à un moment donné, la situation fait que c'est tellement dur et c'est tellement souffrant que la mort, ça devient un échappatoire, en fait. Ça devient quasiment une solution de facilité dans certains cas. Et du coup, ceux qui continuent de se battre, même si ça serait plus facile de laisser tomber, ceux-là, ils ont pas juste peur de mourir, ils ont envie de vivre. Ils ont une motivation à se battre. Et ça, c'est très différent. Et donc, on dit 3 ans avec un boulot de merde, mais en vrai, c'est pas du tout une blague. C'est comment on trouve du sens, comment on trouve de la motivation, comment on trouve le moyen de continuer quand c'est dur, quoi. Et ça, ça dépend de comment on gère notre vie, de nos relations, de notre hygiène intérieure, de comment on se connaît soi-même,
comment on a géré nos traumas, comment on a géré en gros, notre vie émotionnelle. Beaucoup. Et du coup, ça rejoint encore vachement qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si quelqu'un est capable, est assez, comment dire, j'allais dire sain, mais j'aime pas trop le mot, mais est assez fort intérieurement et sain et bien, en fait, intérieurement, parce que c'est une question de bien-être, vraiment profondément, euh, pour survivre à des situations extrêmes, ben, en fait, dans la vie quotidienne, il est juste carrément heureux. C'est vraiment, en fait, on s'imagine que la survie, ça fait des gens durs, mais la survie bien faite, ça fait des gens humains, ça fait des gens bienveillants, ça fait des gens heureux, ça fait des gens libres. Ça fait pas des gens qui sont comme des cailloux tout durs comme ça, qui font la gueule et tout ça. C'est l'inverse. C'est fou parce que je vous ai dit en off, juste avant qu'on démarre, que j'étais super content de vous avoir parce que le sujet était hyper intéressant et passionnant. Et là, on rentre dedans parce qu'en fait, sur ce dernier principe qui est 3 ans avec un boulot de merde, on se rend compte aussi de toutes les ramifications du mot survie. Parce que c'est pas juste effectivement survivre une nuit dans la forêt ou après une rando ou si on est dans une situation difficile avec la température corporelle. C'est aussi que bah, ça s'applique au quotidien en fait. Survivre Carrément. aussi, c'est aller au travers des 60, 70, 80, 90 ans qui vont se passer. Et, euh, et dans ces événements-là, et ben, encore une fois, il n'y a pas que la rando en montagne, il y a aussi le patron qui nous gueule dessus, il y a aussi notre femme que ça se passe plus bien, il y a aussi plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que je trouvais que c'est aussi passionnant. Une question que je voulais vous poser en lien avec le fait de se préparer, c'est est-ce que l'instinct est pas un bon guide? On dit souvent que l'instinct est un bon qu'il faut suivre son instinct. Est-ce que dans le cadre de la survie, c'est complètement faux? Je pense qu'il faut décortiquer un peu ce qu'on entend par instinct. L'instinct, c'est un peu comme le bon sens, quoi. On n'est pas avec forcément. L'instinct, ça s'éduque. L'instinct, ça, c'est pas inné en fait, paradoxalement. Enfin, il y a une partie innée, clairement, mais il y a une grosse partie qui vient de notre éducation, de comment on a appris qu'est-ce qui est dangereux, pas dangereux, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire. Ça dépend aussi beaucoup de l'état de notre corps. Les gens qui bossent en posturologie se rendent compte que les, le corps va s'inhiber dans certains patterns de mouvement parce qu'il y a une croyance qui est engrammé dans le système nerveux, qu'on peut pas aller jusque-là, ou que le corps peut pas bouger de cette façon-là, ou qu'il y a eu un trauma dans l'enfance ou à l'âge adulte, qui fait on a adopté une posture défensive sans s'en rendre compte et on reste bloqué là-dedans, par exemple. Et c'est vachement tout interconnecté, le corps, les émotions, le mental, tout ça, c'est vraiment pas cloisonné comme Descartes a essayé de nous le faire croire, quoi. Et du coup, je pense que l'instinct, quand il est bien éduqué et qu'il n'est pas trop bloqué ou déformé ou machin, ou empêché de fonctionner par l'éducation, par les traumas, par plein de trucs, ça peut être un bon guide. Et on voit bien que les gamins, même très très petits, en milieu naturel, quand ils sont perdus dans la forêt, par exemple, s'en sortent très très bien, étonnamment bien par rapport aux adultes, parce que ils n'ont pas appris qu'il faut pas se salir, ils n'ont pas appris que les flaques d'eau, on peut pas boire dedans, ils n'ont pas appris plein de choses, et du coup, quand ils ont soif, ben, ils trouvent une flaque d'eau, ça pue pas trop, ils boivent, et puis bon, ben, ils ont un peu mal au ventre, mais ça passe. S'ils ont froid, ben, ils vont se cacher dans un endroit où il fait moins froid, ils vont se rouler en boule au creux d'une souche ou derrière un caillou, et ils sentent que là, il fait moins froid, et ils se mettent là, ils attendent, quoi. Alors que les adultes, ils ont le mental qui s'agite, ils ont peur, ils ont machin, et ils font plein d'erreurs, en fait, parce que justement, ils écoutent pas les signaux de base de leur corps, quoi. Et ils croient qu'ils doivent faire ci, ils doivent faire ça, alors qu'en fait, ils sont bien souvent à côté de la plaque et ils stressent énormément. Donc, une grosse partie de mon boulot, c'est aussi de juste ramener les gens à écouter les signaux de leur corps, quoi. Genre, t'as froid, là? Oui, bah, mets une veste. Ah oui, c'est vrai. Et les gens, non mais c'est con, hein, mais les gens, les citadins en fait, sont beaucoup habitués à tolérer l'inconfort parce que aussi ils peuvent se permettre de tolérer l'inconfort. Quand on attend le bus et qu'il fait un peu froid pendant 10 minutes, ben c'est pas grave. Parce que dans 10 minutes, le bus est là, on est au chaud dans le bus, après on va remarcher 5 minutes, on va être au boulot, ben voilà, c'est torché quoi. Et même si on sort avec des chaussures pas adaptées, avec une tenue pas adaptée au climat, avec machin, ben on va être inconfortable, on va pas mourir. Et du coup, on perd les réflexes de OK, j'ai froid, je mets une veste tout de suite. Je sens que le bout de mes doigts, que mes orteils, que mon nez commence à se refroidir. Ça veut dire que mon corps il est en train de vasoconstricter pour essayer de lutter contre le froid. Ça veut dire que je vais perdre de l'eau parce que pour éviter l'hypertension, mon corps va produire de l'urine super vite, super fort
pour me débarrasser d'un litre d'eau parce que j'ai plus de place dans mon système vasculaire pour le stocker. Et du coup, je vais perdre un litre d'eau et je vais perdre des calories et machin. Alors que si on sait faire, si on comprend le principe, dès qu'on sent qu'on a les doigts froids, hop, on met un petit pull, un petit bonnet, un petit tour de cou et hop, ça va mieux, quoi. Et dans les situations, j'entends, parce que évidemment, il y a aussi toute la phase de préparation et d'acclimatation qui va faire que je vais faire exprès d'avoir un peu froid pour habituer mon corps à avoir un peu froid pour qu'il produise de la chaleur, quoi. Donc c'est toujours pareil, il faut distinguer les préparatifs de la situation en elle-même. Mais bon, voilà. Ok, donc en gros, ne pas se penser plus fort que ce qu'on l'est, parce que c'est souvent une erreur. Ouais, et puis écouter son corps, tout simplement. Je suis fatigué, je vais me coucher. J'ai froid, je mets un pull. J'ai faim, je mange. J'ai plus faim, je m'arrête de manger. C'est c'est hyper simple, hyper basique, mais juste si les gens étaient attentifs aux signaux de leur corps et étaient capables de se concentrer là-dessus, déjà ils seraient moins dans le mental et dans le blabla et dans les projections et dans plein de trucs. Ils seraient juste calés. Ok, j'ai mal aux pieds, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il y a un clou dedans, normal, je vais l'enlever, je vais désinfecter. Enfin, je caricature à fond, hein, mais l'idée c'est ça, quoi. C'est que les gens, notre société en fait nous amène à nier nos signaux corporels et à nier notre corps parce que le corps, entre guillemets, culturellement, c'est pas très sain, c'est pas très noble. Et l'esprit et le courage et la valeur morale, machin, ça néglige le corps, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Dans certains cas, oui, on peut être amené à négliger et à nier les signaux parce que on veut survivre et on est prêt à marcher sur une entorse ou sur une fracture ou à se battre même si on en chie. Dans ces moments-là, c'est utile, mais pas tout le temps en fait. On peut pas tout le temps se comporter dans la vie comme si c'était une situation d'urgence extrême, parce que sinon, on s'use. On est en mode survie tout le temps, alors qu'en fait tout va bien, quoi. Et c'est juste pas adapté en fait. C'est marrant parce que ça paraît hyper basique, mais cette fondation-là, elle vaut pour, comme vous l'avez dit, quand on attend le bus, mais elle vaut aussi pour le gars qui part, encore une fois, en rando, qui sent qu'il a chaud et qui se dit non, non, c'est bon, je peux aller jusqu'en haut, et qui va en fait faire son malaise dans son ravin et c'est fini pour lui, quoi. Ouais. J'avais un pote qui disait, tu sais, à l'époque des camelbacks, enfin des tuyaux, des poches d'hydratation, et c'était le tout début de ça. Donc ça fait un bail, non? Ça fait, je sais pas, 25 ans. Et, euh, et j'avais acheté un truc comme ça, et j'étais en mode, ouais, on va marcher plus vite comme ça, tu vois. On sera pas obligé de s'arrêter toutes les 5 minutes pour boire, et il m'a regardé, il m'a fait, mec, si je peux pas m'arrêter, prendre ma bouteille d'eau dans mon sac et boire un coup, je vais pas aller marcher avec toi, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, ouais, en fait, il a raison, quoi. Pourquoi on est pressé, là? C'est quoi l'enjeu de performance à aller plus vite du point A au point B alors qu'on est en vacances et on fait ça pour le fun? Et du coup ça, il m'a mis une claque, mais ça m'a fait, ah ouais, en fait, je suis pas obligé de bourriner tout le temps, quoi. Et cette différence d'approche, en fait, elle est un peu, souvent en stage, je parle des prédateurs et des herbivores, tu vois. Enfin, si on regarde dans la nature, les troupeaux de zébus, quand ils sont en migration, ils courent, quoi. Ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Et les animaux qui courent quasiment tout le temps, en fait, sur notre planète, c'est les proies. Et ceux qui courent que quand il y a besoin, quand ils ont décidé qu'il y a besoin de courir un petit peu, c'est les prédateurs, en fait. Ils sont pas tout le temps en train de cavaler. Si tu prends un lion dans la savane, il glande sur 17 heures ou 18 heures par jour. Il pionce et puis il se gratte. Et puis de temps en temps, il a faim. Du coup, il va se lever, il va aller voir est-ce qu'il y a des gazelles. Il va regarder de loin. Ah, celle-là, elle a l'air d'avoir une patte de travers, ça va être plus facile. Il se prépositionne tranquillement, il se rapproche. Et après, il commence à passer en mode furtif et il s'approche sans faire de bruit. Et il va courir, s'il peut, 7 mètres, quoi. Et il pique un sprint. Et son but, c'est pas de faire du sport. Son but, c'est d'avoir de la gazelle. Et du coup, il s'emmerde pas. Du coup, pourquoi dans nos vies on fait pas pareil? Pourquoi dans nos vies on court tout le temps? Pourquoi faut pas être le dernier? Pourquoi faut absolument arriver à l'heure? Alors on peut choisir d'arriver à l'heure parce qu'on s'est mis d'accord que l'interview commence à 10 heures. Bon, je suis quand même arrivé 4 minutes à la bourre, mais j'ai essayé d'arriver à l'heure. Mais le jeu, c'est de quand même être délibéré dans nos choix en fait de rythme. Pourquoi on se dépêche? C'est pour s'entraîner. Ok, là je m'entraîne et donc je vais courir, mais si je cours pas, si je suis pas en train de m'entraîner, pourquoi je me dépêche? Et pourquoi je pourrais pas prendre simplement le temps de sentir si je vais bien, si je vais pas bien, si machin, et me positionner par rapport à ça en fait.
Et juste, si on s'autorise à sentir comment on est dans une relation, dans un boulot, dans une rando, dans un groupe, dans n'importe quoi, ben, subitement, on a des informations carrément utilisables et on peut faire des choix délibérés, quoi. Donc, l'idée, c'est de se connaître soi-même pour faire des choix délibérés, en gros. Et de se sentir soi-même pour faire des choix délibérés. Et ceux qui s'interdisent ça par défaut, ils ont des vies de merde. Ça, c'est des choses qui, pour vous, là, on parle au niveau individuel, Mhm. mais est-ce que vous pensez qu'il y a un bénéfice au niveau du groupe, au niveau de la société, au niveau d'une entreprise, au niveau... Est-ce que si on apprend à mieux s'écouter et surtout si on apprend à survivre, et quand je dis survivre, c'est tout ce qu'on vient de dire avant, c'est pas juste, encore une fois, aller en rando, je parle de aussi prendre les bonnes décisions, gérer le risque, avoir des plans B, etc. Est-ce que tout le monde se porterait mieux? Je pense. Euh, alors, il y a deux niveaux encore là. Il y a le niveau, ok, c'est la guerre. Admettons, c'est la guerre. Il y a un groupe de combat, il doit aller au combat, et si on n'y va pas, tous ensemble, au même moment, en étant coordonnés, ben, on va tous mourir. Alors là, dans ce cas-là, si j'ai un petit caillou dans ma chaussure, c'est pas le moment de faire ah, attends un peu, j'ai un caillou dans ma chaussure. C'est pas le moment de dire ah, mais par rapport à cette situation, moi, je me sens un peu stressé, tu comprends? Alors, on peut pas faire ça. C'est pas le bon moment pour commencer à se sentir et à s'analyser. Ok, il y a une situation d'urgence. Donc là, il faut être capable de switcher, de passer en mode un peu psychopathe qui sent rien et qui y va. Mais ça dure 5 minutes, ou ça dure 2 heures, ou 6 mois. Mais après, quand c'est fini, il faut être capable de reswitcher. C'est pas notre mode par défaut tout le temps, c'est notre mode de survie en fait. Et ce que j'enseigne en survie et ce que j'apprends aux gens vraiment à distinguer, c'est que quand on doit passer dans ce mode-là, il faut savoir le faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut savoir le distinguer du mode normal. Et pour savoir quand est-ce qu'il faut déclencher ce mode-là, il faut être capable de sentir comment on se sent, de sentir la situation, d'être ouvert sur le monde et de voir quand est-ce que c'est le moment de prendre soin de soi et quand est-ce que c'est le moment de bourriner. Et c'est assez binaire en fait. Donc pour le groupe, ben, en situation d'urgence, oui, il faut être capable de se nier et de bourriner, et c'est indispensable. Et en même temps, ça peut pas être notre mode de fonctionnement global général, et on peut pas mettre en place des organisations et toute une culture du travail et toute une culture de l'enseignement et de tout ça qui nous met dans un mode de survie par défaut. Et parce que ça use les gens, parce que ça crée des conflits, parce que ça crée des inégalités, parce que ça crée de la souffrance inutile en fait. Et quand on arrive à se rendre compte que dans un groupe, il y a de la place pour que j'en sais rien. Jean-Michel, il est un super talent pour l'écriture et la communication et machin, et que Jocelyne à côté, elle est super forte en maths et en techno, et c'est un peu une bourrine psychopathe qui a pas trop d'émotions parce que elle est comme ça, quoi. Et que j'en sais rien. Sylvain à côté, lui, c'est un mec super sensible, proche de ses émotions et qui aime que tout soit harmonieux dans le groupe. En fait, chacun peut avoir une utilité vraiment très spécifique dans un groupe. Chacun peut prendre sa place en étant carrément lui-même et en apportant au groupe ses talents, ses sensibilités, ses visions du monde. Et si l'information circule et qu'on est dans une culture qui permet qu'il y ait du mélange et de l'interaction de tout ça de manière intelligente au service d'un objectif, bah ça marche de ouf en fait. Et tout le monde est content. Ça qui est dingue. Du coup, pour le mode survie, il faut être capable de bourriner, et en temps normal, je pense qu'il faut être capable de s'écouter et de communiquer. Et d'interagir en fonction de qui on est et de notre élan profond, en fait. Parce que bah, ça crée des... Enfin, c'est comme si tout le monde joue la même note, ça fait une grosse note, mais si chacun fait des petits décalages, ça fait des accords, quoi. Et on joue quand même la même mélodie, mais c'est plus joli quand il y a des accords que quand tout le monde est à l'unisson. Et voilà. Donc je pense que ça dépend. Donc pour répondre à la question, ça dépend, et ça dépend de la situation, et ça dépend surtout ben, des critères qui décident quand est-ce qu'on déclenche le mode urgence et quand est-ce qu'on déclenche pas le mode urgence. Et donc ça, c'est des choses que vous utilisez la survie, parce que les gens qui viennent voir à la base, c'est des gens qui sont intéressés quand même par le milieu naturel, etc. Mhm. Mais vous servez aussi des règles, donc comme la règle des trois dont on a parlé, pour leur dire utilisez ça aussi dans le quotidien, c'est ça? Bien Sortez sûr. du mode par défaut, sortez du Alors, mode d'urgence. alors en fait, moi là, j'étale ma pensée de manière générale.
Quand les gens viennent nous voir pour un stage niveau 1 de survie, je leur parle pas de leur boulot et de machin. Je leur donne des outils pour le milieu naturel parce que c'est ça le contrat en fait. Mais eux-mêmes font des ponts. Eux-mêmes, pour certains, se rendent compte que ah ouais, en fait, j'ai le droit quand je me sens mal de prendre des dispositions pour me sentir mieux. Mais c'est un truc qu'ils font par eux-mêmes ou pas. Hein. C'est un travail, c'est une suite logique, mais certains le font très très vite, instinctivement, et ils vont dans un chemin X ou Y qui leur appartient, et d'autres pas du tout. Et c'est ok en fait. Nous, on n'est pas là pour prêcher, on est là pour enseigner la survie à la base. Mais moi, je me rends compte, et dans ma vie à moi, ça a été flagrant, que les outils de survie, les principes de survie, sont complètement applicables pour ma vie perso, pour ma vie émotionnelle, pour mon couple, pour ma boîte, pour le leadership dans des sociétés, pour mettre en place plein de choses. Et c'est comme si la survie était un révélateur. Comme si le côté urgent et les boucles de feedback très très courtes qu'on a avec la survie et le milieu naturel nous permettent de révéler les trucs qui fonctionnent vraiment bien de manière transversale, que ce soit dans la société, dans les organisations, dans notre rapport avec nous-mêmes, dans notre rapport avec les autres. Ça fait comme un laboratoire où tout va plus vite et tout est caricatural, et du coup, on dégage très très vite les principes. Et ça marche. Du coup, les stages de leadership que je donne aujourd'hui, ils sont basés à 80% sur les principes de survie aussi. Mais pas les principes de Staff From Invest, mais les principes de sois attentif aux signaux et pose des actes en fonction des signaux, par exemple. Utilise les petits micro-signaux faibles et comprends comment ça fonctionne et pose des actes avant et tout de suite. C'est-à-dire éteins l'incendie tout de suite avec un verre d'eau plutôt qu'avec 14 canadaires dans 3 jours. C'est dégrossir en fait de passer de la vision micro qui est justement mettre la veste quand il fait froid à la vision macro qui est tu t'écoutes et tu prends une disposition tout de suite et t'attends pas d'avoir des engelures pour commencer à réagir. Ouais. Et c'est enfin tous ces trucs là compilés dégagent des grands principes quasiment philosophiques qui fonctionnent partout. Et c'est là que c'est intéressant. Musashi il disait quand tu connais la voix avec assez de profondeur, ben, tu peux reconnaître la voix partout. Et c'est un peu l'idée quoi. On peut faire une voix spirituelle, je pense, en posant des parpaings avec du mortier. Si on le fait assez longtemps avec la bonne attitude, je pense que ça peut devenir une voix philosophique en tout cas. Et je pense qu'on peut aussi faire pareil avec plein de choses. Et le plus petit dénominateur commun entre ce que je fais en survie et ce que d'autres font, j'en sais rien, en préparation physique ou en neurosciences ou au combat, ben il y a des points communs en fait entre tous ces trucs-là. Et je trouve ça hyper intéressant de faire des ponts justement. Mais bref, je m'égare et je digresse. Non, c'est intéressant justement. On a fait une petite phase vision philo et ça m'intéressait d'en parler avec vous parce qu'il y a toujours cet a priori de les gens qui s'intéressent à la survie, c'est justement les gros bourrins qui font de la rando, qui mettent des pantalons camouflage et qui tirent avec des M4 ou des je sais plus quoi. Il y a ce cliché complètement qui vient sûrement des US, mais qui est complètement en fait à la masse par rapport à ce que moi j'ai découvert quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce que vous proposiez. Ouais, bien sûr. Et donc je trouvais ça important qu'on le mette en avant en fait. Et je pense que en fait le survivalisme justement vient effectivement des États-Unis et a été beaucoup mis en avant par des vétérans, notamment du Vietnam à l'époque, dans un contexte de guerre froide. Donc eux, ils étaient dans une approche où ils créaient un peu des milices, où ils entraînaient des gens à se défendre, où ils avaient des bunkers et des trucs, et pour eux, ils préparaient l'invasion russe ou l'invasion chinoise, quoi. Et dans leur système de pensée et dans leur analyse du risque, c'était cohérent. Et on peut après dire, bon, c'est des mecs d'extrême droite ou c'est des mecs machin. Je suis pas sûr que ce soit forcément vrai pour tous déjà. Et je pense que il y a une culture aussi des armes qui vient des États-Unis qui est vachement plus libre que ce que nous on voit en France. Et puis bah, enfin moi le premier, hein, moi j'ai grandi au Québec et bah, j'ai eu une 22, j'avais je sais pas 8-10 ans. Bon c'était pas officiellement à moi, mais c'était quand même la mienne et elle était sur le rack à fusil et je pouvais la prendre quand je voulais. Juste fallait pas que je tire sur des trucs qu'il fallait pas tuer quoi. Et c'était, il y a eu toute une éducation en fait au maniement du truc, à la sécurité, au respect. Et puis évidemment, si le jour où j'étais
Enfin, si mes parents avaient eu l'impression que j'avais du mal à gérer ma colère et que je pouvais devenir dangereux avec une arme, ils m'auraient ils auraient confisqué le truc, ils auraient attendu que je sois capable de me gérer un peu mieux et ça aurait pu prendre du temps, hein. Donc c'est une approche complètement différente, vraiment qui est moins dans l'interdiction et moins dans le contrôle de l'accès à l'outil et plus dans un délire d'éthique personnelle, de règles, de lois, de machins qui font qu'on ne fait pas de bêtises avec l'outil. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis favorable au port d'armes pour tous les citoyens maintenant, aujourd'hui en France, parce que là, je pense que ça serait un peu la marche serait haute et il y aurait probablement des problèmes, quoi. Euh, et pour autant, je suis pas anti-flingue non plus. Enfin, pour moi, les flingues, c'est un outil comme un autre, quoi. Et il faut, comme n'importe quel outil, à commencer par un couteau de cuisine ou une voiture, mais faut l'utiliser avec un minimum de conscience, quoi. Et ça passe par l'éducation. Je suis curieux de savoir comment vous considérez ou comment on peut préparer, pour les parents qui nous écoutent, les enfants au monde de demain? Parce que là, on a parlé un peu des adultes, mais les adultes vont pas, rester éternellement. Quelles valeurs, quels traits de caractère, quels principes, on a beaucoup parlé de principes, vous considérez comme un peu essentiels? Évidemment, c'est une vision perso, mais je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Je pense que le meilleur service qu'on peut leur rendre, c'est de ne pas s'imaginer qu'on sait mieux qu'eux ce qu'ils vont avoir à gérer quand ce sera leur tour de gérer, quoi. On, comme tous les généraux ont préparé les armées à la guerre du passé, tout parent ne peut pas s'imaginer les problèmes que leurs enfants vont avoir à gérer dans l'avenir. C'est impossible. Parce qu'on a vécu dans le passé, en fait. Ce qu'on a vécu, c'est passé, c'est fini, ça n'existera plus. On peut tirer des enseignements, oui. On peut voir les grandes tendances et se rendre compte que, ben, effectivement, ceux qui bossent, ceux qui sont disciplinés, ceux qui sont capables de coopérer, ceux qui sont adaptables, s'en sortent généralement mieux, et c'est vrai depuis l'Antiquité. Ok, alors on va développer ces qualités-là chez nos enfants. On va les rendre autonomes, adaptables, on va développer leur esprit critique, on va développer leur autonomie, on va faire en sorte qu'ils soient capables d'interagir avec les gens et de gérer leurs émotions, et on va leur donner non pas des objectifs, on va leur donner des compétences, on va leur donner des attributs, en favoriser les attributs qu'ils ont déjà et qui vont peut-être, potentiellement, mettre des chances de leur côté pour l'avenir. Mais si on commence à avoir des objectifs pour eux et quand tu seras grand, tu seras comme ci, ou j'aimerais que tu sois ça, ou on leur mettre la pression au machin, mais en fait, on les enferme dans un truc qui nous appartient à nous. Et ça, c'est hyper toxique pour eux, en fait. Parce que ils sont automatiquement coincés dans un espèce de conflit de loyauté entre ce que eux, ils pourraient avoir envie de sentir et de vivre, et ce que nous, on leur demande. Et enfin, ça les tiraille. Je pense notre génération, enfin ma génération, on a été on a été un peu les premiers à s'autoriser à faire ce qu'ils voulaient, même si les parents ils voulaient autre chose, quoi. Et c'est pas encore le cas partout, et on commence à le faire, mais alors que nos parents, ben, ils ont été un peu le prolongement de ce que nos grands-parents voulaient et de ce qu'ils n'avaient pas pu vivre à cause de la guerre, notamment. Même s'ils ont été beaucoup en réaction. Enfin bref, c'est assez compliqué l'intergénérationnel, mais je pense que pour préparer nos enfants à l'avenir, la première chose à faire, c'est de pas trop les enfermer dans nos croyances et de leur laisser de la place pour explorer, pour être différents de nous, pour nous trahir. Je pense que, ouais, créer des rebelles, quoi. Et c'est chiant, hein. C'est chiant. C'est paradoxal en plus. Ouais. Parce que moi, je suis pas parent, mais j'imagine que on veut que nos enfants nous écoutent et pas que ce soit des rebelles justement au sens punk du terme. Il y a peu de gens qui ont le courage vraiment d'élever des rebelles. Et moi, le premier, j'ai élevé un peu des rebelles, mais pas tant que ça. Et bah, il y a un minimum quand même de respect à avoir, quoi. Mais rebelles dans le sens où ils vont le plus vite possible arrêter de se positionner en rapport à l'autorité, que ce soit en allant dans le sens de l'autorité ou en allant contre l'autorité, mais qui se positionnent en fait par rapport à eux, par rapport à eux-mêmes, par rapport à qui ils sont, leurs élans, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de vivre, ce qu'ils croient juste, comment ils analysent les choses et qu'ils soient libres de le faire, quoi. C'est un des aphorismes. Alors, je tease un petit peu la suite de l'épisode, mais dans la deuxième partie, je vais vous donner les aphorismes que vous avez écrits sur votre blog et on va les décortiquer. Et un des aphorismes que j'avais noté, c'était devenir adulte, c'est cesser de se définir par l'entremise de sa relation à l'autorité.
Ouais, bah, c'est C'est ça. ça, c'est cette capacité à être libre de toute autorité et à penser par soi-même? Ouais, et puis de pas se définir, ça veut dire de pas définir qui on est et nos choix et tout ça, en étant soit pour, soit contre l'autorité, mais bien se définir, en repartant de qui on est, en fait. Se connaître soi-même pour faire des choix délibérés. Ça, c'est un truc que je vais répéter plein de fois sûrement, mais quand on se connaît soi-même suffisamment, dans nos émotions, nos fonctionnements, nos croyances, nos paradigmes, nos traumas, notre fonctionnement physiologique, notre manière de penser, nos habitudes mentales, enfin tout. Plus on connaît finement comment on fonctionne, plus on peut faire des choix délibérés. On n'est pas en train de réagir à quelque chose qui se fait en pilote automatique à l'intérieur de nous. Exemple, j'ai peur de ça, donc je vais éviter ce truc même si c'est pas dangereux. Je vais dire, ok, dans les situations qui ressemblent à ce truc que j'ai déjà vécu, je ressens de la peur et c'est à cause de mon traumatisme de machin. Mais là, objectivement, il n'y a pas de danger, donc je peux soit le faire quand même et serrer les dents, soit je peux décider que je fais un boulot de déprogrammation traumatique et de désensibilisation ou de peu importe les méthodes, il y en a des dizaines qui existent aujourd'hui, et commencer à travailler là-dessus et à me libérer de cette peur qui me sert plus à rien aujourd'hui et qui fait ma vie, quoi. Et du coup, je pense que c'est très libérateur, en fait. Le but, c'est ça. C'est très libérateur. Et l'autorité, c'est juste un des nombreux facteurs qui peuvent nous amener à nous positionner en fonction de lui. Mais enfin, être libre de... La liberté, pour moi, c'est vachement plus intérieur. C'est vachement plus un travail, justement, de se connaître soi-même pour arriver à faire des choix délibérés que de se libérer d'une contrainte extérieure. Parce que les contraintes extérieures, finalement, sont bien moins grandes que celles qu'on a à l'intérieur, quoi. Et cette compétence d'introspection, c'est aussi quelque chose que vous voulez enseigner aux enfants? Ouais, et c'est quelque chose que j'enseigne, mais surtout que j'essaie d'incarner, quoi. Parce que c'est vachement facile de dire: «Ah, vas-y, fais ça, c'est bien», mais si on le fait pas, ils écoutent pas, hein, ils sont pas cons. Et je pense que c'est littéralement impossible d'enseigner quoi que ce soit à nos enfants qu'avec la bouche. Ils écoutent pas, ils imitent. Ils peuvent faire semblant d'obéir et d'écouter si on leur demande explicitement un jour vas-y fais ça. Ils peuvent décider de le faire, mais ils y croient pas en fait. Ils y croient pas. Si je dis blanc et que je fais noir, ils vont peut-être faire gris ou peut-être faire un truc, mais dès que j'ai le dos tourné, ils vont faire noir. Pourquoi? Parce que ils voient bien que ce que je dis est pas cohérent avec ce que je fais, et s'il y a un des deux qui va compter, c'est ce que je fais. C'est qui je suis, en fait. Je peux enseigner que qui je suis. Et ça, c'est un truc, c'est enfin, les gens qui s'énervent contre leurs gamins, en fait, ils s'énervent contre eux-mêmes, quoi. C'est aussi simple que ça. Ils s'énervent contre eux-mêmes, ils voient chez leurs gamins tout ce qu'ils font de travers eux et que leurs gamins imitent, et ça les saoule parce qu'ils ont pas envie de le voir chez eux, et du coup, ils s'énervent contre leur enfant, alors qu'en fait, c'est parce qu'ils veulent pas voir ce qu'ils ont eux à bosser et à changer, mais qu'il y a des trucs en eux qui leur plaisent pas. C'est comme ça qu'on s'énerve sur nos enfants 9 fois sur 10. Hein. Moi, quand mon gamin me saoule, c'est parce qu'il fait un truc qui ressemble trop à ce que je fais, quoi. Et je fais et à chaque fois que je m'énerve contre lui, euh, enfin pas tout le temps, je vais être honnête. Des fois, je m'énerve contre lui, mais j'essaye le maximum de me dire, ok, il est en train de me saouler là. Qu'est-ce que j'ai pas vu chez moi? Qu'est-ce que j'ai pas capté, que j'ai pas envie de faire et que je fais quand même, et que là, il est en train de me montrer que je fais, quoi. Et si je prends 2 minutes et que je fais, ok, bon, l'orgueil et l'ego, je vais les mettre de côté pendant 3 secondes et je vais me regarder en face. Ah bah ouais, en fait, quand il pense qu'à sa gueule en mangeant tous les sushis, ça me saoule de ouf. Mais j'ai envie d'en manger aussi autant que lui et je le fais pas. Et en fait, il fait ce que je m'autorise pas à faire. Donc, en gros, on est pareil, juste lui il le fait et moi je le fais pas. Donc, on est deux gros gourmands qui pensent qu'à leur gueule. Et, et ouais, et moi aussi, quoi. Et ça devient un super outil d'analyse, perso. J'avais déjà vu ça comme, la relation aux autres, pas aux enfants, mais du coup, ça fait sens aussi. Mais C'est pareil. le fait que, c'est ça, si on voit quelqu'un dans la rue, je sais pas, avec une belle voiture ou, très confiant ou et cetera, on va avoir tendance à tout de suite réagir à quelque chose, en fait, qu'on aimerait avoir. Donc si quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui est très confiant dans la rue, on va dire: «Ah, c'est quelqu'un qui il se la pète, il se prend pour, quelque chose qu'il est pas», mais en fait, c'est parce qu'on aimerait avoir ce trait de caractère de: «J'ai confiance en moi». Mmh. Ouais, puis souvent, c'est
Un truc qui nous énerve souvent, c'est que quand on voit les gens s'autoriser des choses qu'on s'autorise pas, alors on aimerait au fond. Du coup, on va dire ah c'est mal, ah quel connard. Mais en fait, nous on a envie de faire pareil quoi. Et si on est honnête et qu'on arrête de se juger, justement, ça permet de voir ça en face et de faire un choix délibéré qui sera pas dans le bien ou dans le mal, mais qui va être ok, j'ai conscience de qu'est-ce qui se joue et du coup je vais regarder ça en face et je vais choisir si je le fais ou si je le fais pas. Et ça, c'est vachement libérateur, mais c'est un gros boulot de se débarrasser du jugement, en fait. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça se fait, ça se fait pas, machin. Et, euh, et on est programmé comme ça, hein. Enfin, depuis le tout petit, on nous dit ça c'est mal, ça c'est bien, les gentils, les méchants, le blanc, le noir, tout est binaire et manichéen, quoi. Et je pense qu'il faut, enfin, faut grave de taf. Faut grave de taf pour arriver à se libérer de ça. Puis en même temps, une fois que c'est fait, on est carrément plus serein, on arrive à fonctionner avec une liberté en plus. Et souvent, ça énerve les gens d'ailleurs. Souvent, ça fait réagir ceux qui sont encore coincés dans un truc binaire de bien mal, quand ils voient qu'on s'autorise de faire des trucs qui sont mal, entre guillemets, mais qu'en fait, ça a des effets positifs et nous, on kiffe et tout le monde autour le vit bien. Et ils vrillent, les mecs. Ils vrillent. Ouais. Parce qu'ils sont pas dans le même paradigme. Ouais, ils s'autorisent pas. Comment on peut concilier l'importance de la préparation, parce que la survie, ça revient à bien se préparer, avec les bénéfices de l'incertitude? C'est-à-dire qu'il y a aussi du positif à rencontrer des situations qui sont incertaines pour grandir. Évidemment, incertaines, mais contrôlées. Pas aller se battre avec 10 personnes juste pour voir comment ça fait. L'incertitude nous permet, enfin l'adversité de manière générale, on peut la limiter, on peut pas l'enlever complètement déjà. Euh, Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la distinction entre la préparation à un événement et l'événement lui-même. Si je suis pas en situation de survie, ben je vais prendre des douches froides, je vais des fois faire un peu de jeûne pour habituer mon corps à aller chercher dans ses réserves. Je vais faire du sport, je vais faire plein de trucs pour me préparer à. Et donc, je vais me créer de l'adversité un peu de manière artificielle. Et je vais peut-être moins chercher à éviter l'adversité du quotidien parce que ça va être des sources d'enseignement, des sources de croissance. Jusqu'à un certain point, évidemment, hein. Et puis, comme vous dites, si je vais me friter avec 10 bonhommes, il y a moyen que ça me coûte plus cher que ce que ça me rapporte. Donc, je vais éviter. Mais peut-être que de faire un petit sparring avec un bonhomme d'un niveau à peu près similaire au mien ou juste un peu plus, ça va me permettre de développer mes compétences et que peut-être que le jour où j'aurai 10 bonhommes à gérer par inadvertance, ben, peut-être que je survivrai alors que si j'ai pas fait face à cette adversité-là volontairement avant, bon bref. Donc je pense qu'il faut vraiment clairement distinguer les deux. Est-ce que je suis en train est-ce que je suis dans une phase de densification? Est-ce que je suis dans une phase d'entraînement, de préparation? Ou est-ce que je suis dans une phase d'action où là, je vais faire tout ce que je peux pour être le plus chochotte possible, quoi. Quand je suis sur le terrain, moi, je me transforme en une princesse, quoi. Non, mais littéralement, je vais faire mon petit nid de marsupilami pour me coucher, là, et puis j'enlève tout bien les cailloux, et il y a une petite branche là qui va m'emmerder pendant la nuit, et je vais mettre mon petit poncho comme ça, et je me fais mon petit nid de princesse et je mange bien et je me brosse les dents et je vais pas trop vite et je transpire pas pour rien et machin. Pourquoi? Parce que ben là je suis dans l'action en fait, je suis dans ma situation et j'ai moins de marge, j'ai moins de solutions de repli, j'ai moins de machin donc je fais hyper gaffe. Et je suis pas dans une situation où je me prépare. Je suis dans la situation pour laquelle je me suis préparé. Et si c'est une situation de conflit ou de survie ou de je sais pas quoi, ben là c'est pareil, je vais y aller plein tube, mais parce que là c'est le moment pour lequel je me suis préparé. Et peut-être que je vais nier l'inconfort de prendre des coups de poing dans le museau parce que là je suis dans l'instant où je suis en train de sauver ma vie et celle de mes gamins. Et je vais y aller et je vais tolérer ça sans problème. Ça fait partie du plan de match, mais je vais tout faire pour l'éviter. Donc chercher de l'inconfort dans la préparation et chercher du confort dans la situation. Ouais. Chercher la voie la plus facile pendant qu'on est dans la situation et chercher la voie optimale de développement, donc un peu de difficulté à dose raisonnable dans la préparation. Ok. Vous parlez de 3 pôles dans la survie. Il y a sûrement beaucoup plus de choses, hein, mais c'est des choses que j'ai notées.
survivre aux éléments, survivre aux agressions et survivre aux blessures. Est-ce que pour chacun des 3 pôles, vous pouvez nous donner le principe un peu clé? Je pense que ça peut intéresser l'auditeur parce que c'est transférable à leur quotidien. Alors en vrai, il y a plus de pôles que ça. J'ai dû mettre ça dans mes présentations souvent. Genre, je dis que j'enseigne aux gens à rester en vie de 3 manières, en gros, parce que c'est les 3 axes que j'ai pris, que j'ai identifiés comme étant les plus utiles. Maintenant, je pense que, ouais, enfin, je pense que survivre aux éléments, ben, ça passe par une bonne préparation matérielle et physique. Savoir quand s'habiller, quand pas s'habiller, quand se déplacer, quand pas se déplacer, savoir faire un abri, faire du feu, machin, tout ça. Ça, c'est 70% de mon boulot en stage de survie, en gros. Survivre aux agressions, ben, c'est assez simple, hein. Je pense que c'est rarissime qu'il y ait des agressions qui puissent pas être à minima, enfin, pas prévenues à 100%, mais où on peut pas mettre des chances de son côté pour que ça arrive pas. Euh, Typiquement, il y a toute une série de moyens. On en parlait tout à l'heure des prédateurs. Il y a toute une série de points, il y a un cahier des charges pour tous les prédateurs qui est de choisir une cible, qui consiste à choisir une cible. Et la sélection de cette cible-là, elle va se faire sur un ratio de coût-bénéfice, tout bêtement, hein. Ils s'en donnent pas plus que ça. Après, leurs bénéfices, ils sont très subjectifs. Ça peut être du statut social, ça peut être juste de kiffer être plus fort que quelqu'un, mais ça peut aussi être juste parce qu'ils ont besoin de thunes ou parce ils veulent un téléphone, quoi. Et du coup, ils vont choisir la personne qui va avoir le plus gros bénéfice pour eux en représentant en même temps le moins de risque possible. Et s'ils sont, bon après s'ils sont 15, le risque n'existe pas trop, mais s'ils sont un ou deux et que ils ont pas envie de se faire griller, que c'est des pickpockets dans le métro, admettons, bah ils vont aller directement sur les gens qui visiblement sont absorbés dans quelque chose, sont pas trop sûrs de où ils sont, qui regardent un peu partout, qui sont un peu stressés, un peu pas organisés, parce que ces gens-là mentalement sont pas disponibles pour faire gaffe à leurs poches, quoi. Et du coup, ils peuvent littéralement leur faire les poches sans aucun problème, sans qu'ils s'en rendent compte. Et au contraire, la personne qui voit être attentive à leur environnement, euh, à son environnement, pardon, qui va se mettre dans des endroits où il y a personne qui est dans son dos, qui va toucher ses poches régulièrement, qui va tourner la tête beaucoup dans tous les sens, qui va être visiblement connecté au monde autour d'elle. Ils vont même pas la considérer comme étant une proie potentielle. Donc, c'est des petits trucs à la con, mais le ratio coût-bénéfice qu'on représente, on peut communiquer avec, en fait. On peut s'en servir pour être une proie moins alléchante. Typiquement, moi, vu mon gabarit et vu tout ça, je vais plutôt, enfin, plus maintenant parce que je joue plus à ça du tout, mais quand j'étais videur en boîte de nuit, notamment pour payer mes études, ben, il y avait un truc de statut social entre mâles à la con, de dominance, soumission, machin, et de réputation et tout ça. Et j'excitais vachement les mâles alpha partout où je passais parce que j'envoyais des signaux de dominance tout le temps. Et ils se sentaient un peu défiés et du coup ils se sentaient un peu obligés de venir me montrer qu'ils étaient chez eux et qu'il fallait pas que je vienne pisser dans leurs bottes, quoi. Et moi j'adorais jouer à ça à cette époque. Du coup, ça marchait très très bien. On se rencontrait sur des bases complètement ok et symétriques. Et ça m'arrivait souvent d'avoir des bagarres, quoi. Alors que je bossais pas, hein, juste comme ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à arrêter de rouler mes manches et de montrer mes gros bras et de rouler des mécaniques et que je suis juste arrivé normal en me mettant dans un coin et en parlant pas trop fort, en faisant chier personne, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et pourquoi? Parce que je représentais plus un bénéfice potentiel de gagner du statut pour eux, et ni une menace qu'ils en perdent. Et du coup, j'étais juste dans mon coin, tranquille, je faisais chier personne. S'ils me regardaient, ils voyaient quand même mon gabarit, ils voyaient quand même que je représentais une menace, mais c'était une menace implicite, c'était une menace concrète de, ben ouais, lui, si je veux me le manger, ça va être compliqué. Et du coup, ils avaient aucun bénéfice à venir m'emmerder et ils avaient beaucoup de risques à venir le faire. Du coup, ils venaient pas me chercher. Vous voyez, c'est vraiment c'est ce ratio coût-bénéfice avec lequel on peut jouer souvent. Et voilà, donc éviter les signes de richesse, éviter machin, éviter le truc. Ça, c'est contraignant
je vais surtout jamais aller dire à quelqu'un que c'est de sa faute s'il s'est fait agresser, parce que là, ça serait vraiment un retournement des responsabilités qui serait très injuste. C'est toujours de la faute de l'agresseur s'il fait une agression, hein, on est d'accord. Et les gens qui disent aux nanas qui se sont fait agresser sexuellement, oui, mais t'as vu comment t'étais habillé, machin, ceux-là, j'ai envie de leur mettre des coups de tête balayette. Parce que non, c'est pas de la faute de la nana si elle s'est fait agresser. Et en même temps, c'est aussi un choix de dire, ok, ben, je vais m'habiller comme ça. Et ça veut dire qu'il y a plein de gros relous qui vont me mater, qui vont me faire des commentaires, machin, et je choisis quand même de faire ça parce que ben j'ai envie de m'habiller comme ça, et merde. Et d'assumer les risques qui vont avec, et de prendre les mesures de gestion du risque qui vont avec, c'est de la responsabilité de la nana qui choisit de faire ça. Mais il y a une très grosse différence entre la culpabilité ou la faute, on appelle c'est de ma faute, ça, il y a une notion de culpabilité qui va avec ça, et la responsabilité de prendre des mesures pour se mettre en sécurité. C'est deux choses différentes. Et pour moi, c'est toujours de ma responsabilité de me mettre en sécurité le plus possible, mais c'est quand même de la faute de l'agresseur s'il choisit de m'agresser. Bien sûr. Donc ça, c'était les agressions. Donc pas envoyer de signaux, enfin limiter au maximum les signaux qui montrent qu'on est une proie facile. Ouais, offrir un rapport coût-bénéfice désavantageux. Pour ce qui est des blessures, ben, en gros, c'est les premiers secours, hein. Enfin, c'est évidemment éviter les blessures, donc gérer les risques en amont, mais tout ce qui est premier secours et soins basiques, ou en tout cas stabilisation d'une victime, ou de se stabiliser soi-même si on peut. Voilà, et puis enfin, le secourisme, je pense que c'est vraiment un truc. En plus, c'est hyper accessible en France. Il y a le PSC1 qui est un super programme très très simplifié qu'on peut donner aujourd'hui au primaire même et dans les collèges sans aucun souci, qui est bien foutu, qui est accessible vraiment à tout le monde, sauf vraiment handicap majeur, qui permet de gérer, je dirais, 80 ou 90% des situations d'urgence vitale très très bien, et de passer le relais aux pompiers ou au SAMU ou à des gens derrière qui vont prendre la suite et amener la personne sans qu'elle meure avant d'arriver à l'hôpital, quoi. Et c'est un truc qui fonctionne très très bien. Il y a des... Puis, enfin, je pense qu'il faut le faire, quoi. Il n'y a pas de question à se poser. Il faut que tout le monde soit secouriste, en fait. Dans plein de pays, c'est obligatoire pour avoir une bagnole, hein, pour avoir le permis de conduire, il faut avoir l'équivalent d'un PSC, un premier secours citoyen niveau 1. C'est génial ça. Bah oui. Puis je pense, enfin, plein de gens, plein de gens ont le permis de conduire, et si tout le monde qui a le permis de conduire, c'est au moins appuyer là où ça saigne et mettre quelqu'un en PLS et sécuriser une zone avant qu'il y ait des suraccidents, mais on a tout compris, quoi. Ouais. Je comprends même pas que ce soit pas obligatoire d'ailleurs, non seulement de le faire, mais de le rappeler. De faire des Bien rappels, sûr. par exemple, tous les 5 ans, tous les 10 ans, je sais pas ce serait quoi la meilleure façon de le faire, et je sais que ça coûterait de l'argent public, mais Bah, pas forcément. Ça peut être aussi financé par les gens, hein. Ça coûte pas super cher. C'est 60 balles ou 50 balles ou 70 balles au pire une journée de PSC1. Il y a plein d'assos qui le font à prix vraiment très très raisonnable et même gratos à des endroits. Tous ceux qui bossent dans des sociétés où il y a plus que 10 salariés, ils sont obligés d'avoir au moins un secouriste au travail. Donc il y a moyen de se faire financer ça. Enfin, si on veut, on peut, hein. Franchement, c'est une journée de temps qui est très très bien investie et pour même pas un dixième du prix d'un iPhone, on peut sauver des vies, quoi. Donc, vu comme ça, enfin, franchement, c'est 4 paquets de clopes. Enfin, faut arrêter de déconner. Faut le faire, hein, c'est tout. est-ce qu'il y a d'autres aspects de la survie dont on n'a pas encore parlé, qui sont souvent, totalement négligés? Euh, ouais, il y en a plein. Il y a l'aspect gestion du stress, il y a l'aspect préparation physique aussi. Il y a, on n'a pas parlé du matériel, mais on en parle tellement partout du matériel que franchement, c'est pas très intéressant. Mais je pense que la préparation physique, c'est quelque chose qui est enfin, qui est beaucoup négligé en fait dans nos sociétés. On parle beaucoup de performance, on parle beaucoup de sport, on parle beaucoup de se préparer physiquement pour un sport en particulier, mais il n'y a pas cette culture d'entretenir son corps dans sa mobilité, mais aussi dans ses capacités de performance un peu générales, euh, qui permettent de survivre un peu à tout et d'être plus adaptable, et en même temps qui permettent de vivre vieux, quoi. C'est pour ça que j'ai sorti Quick and Dirty, le bouquin de prépa physique,
On a appelé ça l'anti-manuel de préparation physique parce que justement, on n'a pas une optique de performance dans un sport précis, mais bien on a une optique d'être un bon généraliste, d'être capable de marcher longtemps, de courir un peu, de soulever un truc lourd, de jeûner, d'avoir chaud, d'avoir froid sans mourir tout de suite, enfin tout ça quoi. Et l'idée, c'est plutôt que d'être une Formule 1 hyper performante sur circuit avec une écurie et avec tout ça, plutôt d'être ou d'être un gros tracteur ou un char d'assaut qui avance pas mais qui peut passer partout. L'idée, c'est d'être un peu un bon 4x4, quoi, de pouvoir rouler un peu vite sur l'autoroute et un peu vite aussi dans un champ de patates et ça passera, quoi. Je pensais pas que c'était une méthode complète, même au-delà de l'aspect justement, enfin physique. Ça reste du physique, mais le froid, ce genre de choses. Je pensais que c'était uniquement la partie exercice, en fait. Ouais, il y a beaucoup de ça, hein, évidemment, mais il y a une partie qu'on appelle terrain, qui regroupe tous ces trucs de mobilité, l'alimentation, l'exposition au chaud ou au froid, etc., comment gérer aussi son poids et ses filières métaboliques. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont pas développés super fort dans les chapitres, mais qui sont quand même présents, avec juste des méthodes et des guidelines, quoi. Et ça marche super bien, en fait. Moi, j'hallucine, hein, parce qu'il y a des gens qui pratiquent la méthode là, depuis 3 ans, 4 ans, qui continuent de progresser de manière quasiment linéaire dans tous les aspects et qui se sentent bien, qui ont plus mal partout, qui ont plus tout le temps trop chaud, tout le temps trop froid, qui ont une composition corporelle qui s'est améliorée, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément instagrammables, mais ils sont bien bien musclés, pas trop gras, mais pas trop secs non plus, parce que trop sec, ça fonctionne pas. Qui sont forts, qui sont endurants, qui sont capables de courir, qui sont capables de faire du vélo, qui sont capables de jouer avec leurs gamins et faire les cons pendant un après-midi et après quand même faire leur entraînement derrière et ça passe, quoi. Et c'est un outil qui permet de bien vivre en fait, je pense, et de survivre du coup, parce que si demain, je sais pas, il faut sortir, il y a une nana qui doit sortir son mec de la bagnole qui est en train de prendre feu. Bah, si elle fait ça, elle peut le faire, quoi. Elle va être capable de gérer ses appuis, sa structure, mettre le genou où il faut pour tirer fort et elle va avoir la puissance pour le faire. Et s'il faut traverser un continent à pied parce qu'il y a la guerre dans notre pays et qu'on doit, comme plein de gens ont dû faire dans les dernières années, partir d'Afghanistan à pied et traverser par la Turquie et arriver en France, ben, ils peuvent le faire, quoi. Ou puis qui sait, peut-être ce sera nous les réfugiés dans quelques années et qu'on devra s'exiler, j'en sais rien, au Groenland pour pas mourir de chaud, quoi. On a toujours l'impression que ça ne nous arrivera pas, mais Bah, je souhaite pas que ça arrive, hein, mais ce qui est sûr, c'est que si on peut le gérer, on peut le gérer, et le reste du temps, on peut mieux vivre. Donc c'est tout bénef, quoi. c'est quoi la routine d'entraînement on va pas évidemment refaire tout le livre. Je mettrai le lien évidemment du livre pour les personnes qui sont intéressées par Quick and Dirty. C'est quoi la routine d'entraînement du survivologue? Alors moi, mon entraînement en ce moment, il est beaucoup basé sur la mobilité parce que je me suis blessé au genou et à l'épaule, pas en faisant la méthode en plus, en étant con et en faisant des étirements de manière un peu trop brutale. Mais la méthode Quick and Dirty, en gros, c'est basé sur un principe de variabilité énorme. Du coup, on tire un dé. On choisit déjà si notre priorité c'est d'être plus fort ou d'être plus endurant. Et en général, soit on veut pousser une performance un peu, soit on veut juste être un meilleur généraliste. Donc moi, dans mon cas, je priorise généralement l'endurance, parce que naturellement, je suis assez massif et assez fort. Et si j'ai un truc où je veux progresser, c'est plutôt en endurance. Du coup, je tire un dé, et en fonction du résultat du dé, je sais si je vais faire du travail de force ou du travail d'endurance. Et il y a un espèce de petit algorithme qui fait qu'on va avoir plus souvent ce qu'on a choisi de prioriser. Donc c'est avec les chiffres pairs et impairs. Si j'ai un chiffre pair, je fais ce que je priorise. Si j'ai un 1, c'est un jour de repos. Et si j'ai un chiffre impair, je vais travailler ce qui n'est pas ma priorité. Donc si par exemple ma priorité c'est l'endurance et que je tire un 2, ben, je vais faire de l'endurance. Si je tire un 1, je me repose. Si je tire un 5, je vais faire de la force. Parce que c'est un chiffre impair. Okay. Et quand je travaille, après, si je tire un 2 et que je tombe sur un truc d'endurance, ben, je vais retirer un dé. Et admettons, je vais tomber sur un 6. Ben, le 6, ça va être une grande marche. Et donc, je vais aller marcher.
Si je tire un 3, ça va être, j'en sais rien, des Tabata, et du coup, je vais faire des Tabata. Génial. Et ça, c'est tous les jours? Tous les jours. Le jeter de dés est tous les jours. Après, il y a encore un troisième lancer de dés pour savoir le volume de ce que je vais faire. Et du coup, je vais avoir donc mes jours qui sont pas mes jours de priorité. Donc, par exemple, si je fais de la force et que c'est pas ma priorité, mon but c'est pas de forcer de faire de l'intensité, c'est juste de faire de la qualité. Donc, par exemple, je vais peut-être faire tirer des squats. Ben, mon but c'est pas de me mettre dans le rouge avec les squats, c'est de travailler la technique et le ressenti de mes squats avec un poids relativement léger. Donc, c'est du repos en fait, du repos actif. Et si ma priorité c'est cardio et que je tombe sur une journée avec des Tabata et que j'ai 6 Tabata à faire, là je vais être dans le rouge de chez rouge. Mais ça va arriver une fois de temps en temps. Ça va être une fois par mois peut-être. Et du coup, on s'entraîne tous les jours, mais il y a certains jours c'est très très soft. Il y a des jours où l'entraînement ça consiste à faire 10 swings avec une kettlebell légère. Et c'est tout. Et bon, c'est vraiment le cas extrême qui arrive quasiment jamais. Et il faut quand même les faire, mais parce que ça oblige à se mettre à faire l'échauffement déjà, à faire un peu de mobilité, à se mettre à faire les 10 swings propres, à se rappeler du mouvement. Ça fait un truc pour notre système nerveux, ça fait un truc pour notre système hormonal. Et on l'a fait, et c'est une discipline aussi. Et derrière, d'autres jours, ben, ça va être un gros boulot, un gros entraînement de cardio ou un gros entraînement de force qui va prendre 1 heure. Et en moyenne, je dirais que ça prend en 30 et 45 minutes de faire le training quick and dirty. Et c'est un peu tous les jours, sauf les jours de repos, ou si on est fatigué, ou si on est blessé, là, on lève le pied. Et c'est autorisé par la méthode, évidemment. Et voilà. Et c'est hyper ludique, et surtout la grosse variabilité, énorme variabilité dans ce qu'on fait et combien on en fait, et l'alternance entre le cardio et la force permet d'avoir une progression qui est vraiment constante et linéaire. Et ça, c'est assez bluffant. Et en plus, enfin, surtout, on triche, c'est-à-dire que on récupère plein de types d'exercices ou de mouvements, etc., qui vont aller, par exemple, profiter des effets un peu de dopage naturel, quand on va par exemple aller chercher sur des séquences de sprint où on a une poussée de testostérone et d'hormones de croissance incroyable, et qui va contribuer aussi au travail de force derrière. Donc enfin, tout ça est interrelié, se nourrit mutuellement, et c'est dingue, ça fonctionne super bien. C'est génial parce qu'en plus, je pense que ça résout un problème énorme dans la prépa physique qui est que les gens en général se font chier en salle. Et moi, je le comprends parce que pour le coup, j'ai entraîné pendant 3 ans et beaucoup de gens viennent en salle de sport, notamment d'ailleurs au Québec, parce qu'ils peuvent pas aller dehors, parce que c'est l'hiver. Et du coup, c'est un calvaire pour eux. C'est pour ça qu'ils prennent un entraîneur, parce qu'ils ont besoin d'un rendez-vous, parce que sinon ils viennent pas, parce qu'en fait, ça les gonfle quoi d'aller s'entraîner à la salle. Le modèle économique des salles de muscu est basé là-dessus, hein. Ils savent qu'ils vont avoir genre 10% des gens inscrits qui vont venir réellement. Mhm. Du coup, ils abîment pas les machines. Ouais, ils font du sur-booking de dingue. Deuxième réaction, c'est que non, c'est pas vrai que c'est parce qu'en hiver on peut pas aller dehors. C'est pas vrai. On peut aller dehors en hiver. Moi, je m'entraîne dehors en hiver. Je m'entraîne dehors tout le temps d'ailleurs. Enfin non, pas tout le temps, c'est pas vrai, mais quasiment tout le temps. Et c'est hyper agréable d'être dehors quand il fait froid et de sentir qu'en fait notre corps il s'adapte et qu'on peut avoir les mains sur les kettlebells gelées là, et faire quand même des swings et des snatchs et des trucs, et ça passe. Et oui, c'est un peu c'est désagréable, c'est inconfortable, mais en attendant, ça crée des adaptations au niveau physiologique qui font qu'on peut très très bien gérer, et on se sent bien tout le temps en fait. C'est une discipline. Toujours dans cette idée d'avoir de la variabilité, mais aussi dans les contextes et dans les contraintes, en fait. Bah, automatiquement, la saison change, quoi. Là, la semaine dernière, il faisait 34 chez moi. Bah oui, faire des séquences de sprint dans la montée en plein cagnard à 34 degrés, bah, j'avoue, oui, je l'ai senti passer, hein. Mais ça fait quoi? Ça fait que bah, enfin, déjà, je le fais en étant bien hydraté. Du coup, le coup de chaleur, il risque pas d'arriver, hein. Il n'y a pas de danger, objectivement. C'est juste inconfortable. Et derrière, ça me fait une séquence d'acclimatation au chaud.
Et mon corps s'habitue à gérer la chaleur, s'habitue à fonctionner quand il fait chaud, s'habitue à transpirer plus, s'habitue à vasodilater plus et avoir les adaptations cardiaques qui vont avec. Et on est fait pour, en fait. Et ça fait partie de l'entraînement. Et vous refaites des fois les mêmes entraînements pour voir la progression? Ouais, ça arrive souvent de faire les mêmes entraînements. Enfin, souvent, on va dire périodiquement, je vais devoir faire des squats avec des kettlebells, par exemple. Et je vois ma progression. Et c'est un truc qui est quand même assez hallucinant, d'ailleurs, c'est que ça progresse super vite. Et généralement, on va faire ce que j'appelle des tours, c'est-à-dire on fait des séries de 5, parce que le but, c'est pas de faire de l'hypertrophie, c'est de faire vraiment de la force. On fait des séries de 5 avec une kettlebell légère, c'est une kettlebell lourde et une kettlebell très lourde. Donc on va pas forcément être capable de faire les 5 répétitions, c'est-à-dire qu'on s'arrête dès que la forme est pas parfaite ou que ça ralentit trop, on s'arrête. La série est finie, parce qu'on va entraîner le corps à réussir en fait. Et du coup, la kettlebell légère, elle sert de référence. Quand je fais mon press, je vais bien me placer, je suis nickel, j'ai ma structure, j'ai posé mon bassin, mon gainage debout, qu'on appelle. Et je fais mon press, boum, mon omoplate elle bouge bien, tout se passe bien, nickel, ok. Je fais mon press, j'en ai fait 5, c'est facile, et j'ai un ressenti de référence. Derrière, je prends la lourde, faut que je fasse pareil qu'avec la légère, donc ça m'oblige à faire bien. Et j'ai quand même fait un petit peu de mouvement qui a pré-fatigué mon muscle et qui m'a mis le pattern juste en tête. Et après, derrière, avec la lourde, là, je le fais bien. Et après, avec la très lourde, je vais peut-être en faire qu'une ou deux ou trois. Et petit à petit, quand j'arrive à en faire 5, ça veut dire que j'ai progressé, quoi. Et si ça devient vraiment trop facile avec les trois, je vais changer de niveau, c'est-à-dire que la lourde devient la légère, la très lourde devient la lourde, et je prends une très très lourde, du coup. Et je progresse comme ça de manière assez, pas linéaire sur tous les exercices, mais quand même. Et comme ça, on a des gens qui se retrouvent à faire des presses à 48 avec la kettlebell de 48 et qui sont propres avec. On a des gens qui font des goblet squats avec 2,48 et qui font des séries de 5 finger in the nose. Et du coup, ils font bon, est-ce qu'il y a des trucs plus lourds là Vous avez dit au tout début, trop sec, ça fonctionne pas. Là, quand on a parlé de prépa physique, pourquoi trop sec, ça fonctionne pas? Alors, trop sec, type bodybuilder en compète, hein, j'entends. Trop sec, trop sec, ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de réserve, parce que le corps a besoin d'un minimum de gras pour lisser sa courbe de glycémie, parce que quand on est trop sec, on marche, on a mal aux pieds. C'est des trucs à la con, mais on a des coussins de gras sous les pieds qui font qu'on peut marcher sans s'abîmer la peau à cause des os qui sont dessus. Et si on est trop sec, on n'a plus ça, quoi. Donc il y a vraiment le moment où on est trop sec, on n'a plus aucune réserve, on a froid tout le temps, on est fatigué tout le temps, le corps est vraiment au bout de sa vie, quoi. Euh, et il y a les 5 kilos magiques. Quand on a 5 kilos de plus, tout va bien. On perd 5 kilos, on a froid tout le temps, on est fatigué tout le temps, on n'a plus de réserve, on n'a plus envie de vivre, c'est la mort, quoi. Et moi, c'est en dessous de 100 kilos, je suis en mode c'est la mort. En dessous de 95, je suis en mode je suis trop sec. Et pourtant, je suis loin d'être au niveau des bodybuilders affûtés, machin, mais pour mon corps à moi, en dessous de 95 kilos, c'est le danger de mort imminent, quoi. Donc il arrête tout, j'ai plus envie de vivre. Et mon poids où je suis vraiment bien, c'est 110. Là, j'ai une petite une variabilité de 15 kilos où entre les deux, je suis en très bonne condition physique et j'ai envie de vivre. Puis les 5 derniers kilos qu'on perd, c'est ceux qui font qu'on a froid tout le temps, que tout va mal. Et on rajoute 5 kilos, c'est nickel. Donc voilà, faut connaître sa limite perso. Il faut voir où est-ce qu'on a envie d'être. Non, en ce moment, je suis plutôt à 120, 122 et je prends l'apéro et tout va bien aussi. Donc voilà, je verrai l'an prochain si je me fais un beach bod ou pas, mais ce sera pas pour cette année, ça va être pour la prochaine. Ok, mais en tout cas, le beachbody n'est pas. En fait, c'est là que je voulais en venir dans cette question, c'est que le beachbody n'est pas le meilleur objectif à avoir dans une démarche de survie. 5-6 kilos de plus, c'est peut-être, ça fait plutôt, ça fait passer du beach bod au dad bod, mais le dad bod, il peut marcher 6 mois et il va pas mourir, alors que le beach bod, peut-être que 2 semaines après, il commence à sucer les cailloux parce qu'il cherche des calories partout, quoi.
Et voilà, faut pas en avoir trop de réserves, mais on a besoin quand même un peu. Surtout pour les activités assez longues, assez épuisantes, etc. Ouais, et puis tout bêtement, on tombe malade. On se fait une grosse gastro, ou une grosse grippe, ou le Covid, ou machin. 5-10 kilos de graisse de réserve, ça fait qu'on passe au travers et que tout va bien derrière. Euh, on va perdre 5 kilos, et après on se remet à bouffer, on reprend 5 kilos et tout va bien. Si on est sec, les 5 kilos qui vont nous manquer, on va les chercher dans nos muscles, on va les chercher dans notre foie, on va les chercher dans ce qui est vraiment absolument indispensable pour vivre, quoi. Donc il faut avoir de la marge. Puis, de toute façon, concrètement, c'est assez rare les nanas qui aiment les mecs hyper affûtés, tellement secs qu'elles se font mal en se couchant dessus, quoi, tu vois. Ma chérie, elle dit pas que je suis gros, elle dit que je suis confortable. J'ai une anecdote par rapport à ça. Je suis allé une fois dans un mall et on a fait on peut appeler ça un challenge avec un ami où on allait voir en fait des nanas à tour de rôle et ensuite on se conseillait sur. C'était simplement pour passer la barrière de aller aborder des nanas dans un mall, dans la rue. Donc bref, je reviendrai pas sur le challenge, c'est pas l'idée. Mais en fait, au cours d'une discussion, on a posé la question à une nana justement parce que c'est quelqu'un qui fait du sport aussi. Moi, je vais en salle aussi. Et quand on lui a dit, on était convaincus qu'elle allait répondre, tu vois, plutôt Beachbot que Dadbod. Et elle nous a répondu plutôt Dadbody. Donc, pour les auditeurs, Beachbot, c'est avoir les abdos, être sec, etc. Dadbody, c'est avoir un petit ventre. Et elle nous a répondu donc que c'était qu'elle préférait les hommes avec un petit ventre. Et on s'est regardé. Il y a eu 3 secondes, tu vois, de blanc. Parce qu'on s'est regardé un peu comme des cons. Deux mecs qui vont Pourquoi à on la salle, qui s'emmerde, abordent une quoi. nana. Exactement. Et c'est bref, ça colle avec ce que vous venez de dire. Ouais, puis il y a un truc de. Il y a une limite aussi, quoi. Parce que Dadbod, ça va bien, mais Père Noël, c'est un peu trop, quoi. Et il faut. Enfin, je pense que les mecs comme les nanas, on est attirés par les gens en santé, en fait. Donc, les gens en vraiment bonne santé, ils sont pas secs, affûtés avec chaque fibre musculaire détaillée. Ils sont fins, ou en tout cas athlétiques, plus ou moins, pour les mecs. Ils vont avoir des bonnes épaules, mais aussi des grosses cuisses et des grosses fesses et des muscles partout, et pas forcément les abdos, peut-être un petit peu de bide, mais qui peut bouger, quoi. Et pour les nanas, c'est pareil, hein. Enfin, moi, personnellement, je suis pas du tout attiré par les nanas ni trop grosses, ni trop maigres. C'est un équilibre entre les deux qui est attractif, je trouve. Ah bon, après, il y a peut-être, enfin, tous les goûts sont dans la nature, hein. Il y en a sûrement qui aiment les squelettes ou les baleines, mais Bien sûr. Après, il y a un effet aussi il y a un effet de comparaison. Ça, j'en ai discuté avec une autre femme d'ailleurs. Et elle me disait que si un homme ou si une femme est trop physique fitness, le partenaire peut se sentir un peu inférieur, tu vois, physiquement. Et je pense que enfin, c'est pas une motivation, c'est une réaction naturelle. C'est sûr que quelqu'un qui est un peu en surpoids va plus tendance à vouloir se rapprocher de quelqu'un qui est un petit peu en surpoids parce que la compréhension du corps est la même. hmm. Ouais, Et bien sûr. inversement, quelqu'un qui est très très fit va plutôt se rapprocher de quelqu'un qui est très très fit parce que, encore une fois, la vision du corps est la même. Ouais, ça dépend. Tu vois, ma chérie Aurélie, elle est naturellement hyper fit. Pour elle, c'est pas un facteur. Et elle fait pas de sport. Enfin, elle était très sportive. Enfin, pas sportive, mais elle a eu beaucoup d'activités physiques par le passé parce elle était infirmière, aide-soignante, elle allait au taf à vélo, donc elle bougeait énormément. Elle fait du ski à très très bon niveau aussi. Mais en loisir, hein, pas en compète. Et c'est une athlète de haut niveau, naturelle, qui s'ignore. Et puis, elle a jamais été forcément attirée par des mecs plus fit que ça, quoi. Enfin, juste. Enfin, après, c'est peut-être une anomalie, je sais pas, mais. Comme vous l'avez dit, tous les goûts sont dans la nature et c'est pas une règle générale, mais il y a ce phénomène quand même je pense, hein, Ouais, je pense. de comparaison quand on est dans une relation, on veut pas se sentir trop en décalage, si je peux dire, avec le physique de son partenaire. Ouais, je pense qu'on veut pas sentir la pression, on veut pas se sentir mal aussi vis-à-vis de lui ou d'elle. Il y a sûrement des facteurs comme ça, mais je pense que ça dépend aussi de chaque relation. Je vous propose qu'on finisse avec quelques aphorismes avant de conclure, parce qu'il y a des trucs vraiment sympas, donc on va essayer il ne reste plus beaucoup de temps, donc on va essayer de les passer assez vite. Le premier, c'est Fafo. C'est quoi Fafo? Fafo, c'est une expression du sud des États-Unis qui dit fuck around and find out. Ok. En gros, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que ça implique. Enfin, c'est à la fois une mise en garde,
on peut l'entendre comme une mise en garde, genre on peut dire à un mec bah, fuck around and find out, c'est-à-dire bah, vas-y essaye, viens me faire chier et tu verras quoi. Mais ça peut aussi être une espèce de philosophie de vie dans le sens où bah, on essaie des trucs au pif et ça nous donne des feedbacks de la réalité, on apprend des choses. Donc là, il y a des vidéos sur Instagram avec des graphiques où il y a fuck around sur un axe et find out sur l'autre et plus tu fuck around, plus tu find out, quoi. Donc, c'est en gros, essayez des choses et vous verrez ce qui se passe et vous apprendrez de ça, quoi. Ouais, voilà. Et puis c'est surtout le rapport entre les deux et c'est impossible de découvrir de nouveaux trucs si on fait pas deux, trois conneries. Ouais, ou dit autrement, pour être un chêne, il faut d'abord avoir été un gland et puis après, il faut s'être planté, quoi. Ok. Deuxième, pondération, patience, percussion. Pondération parce que il faut se remettre en question, faut analyser, faut être délibéré. Patience parce que même une fois qu'on a fait tout ça, il faut encore être patient et donner plein de chance à l'autre et être dans la coopération autant qu'on peut. Et il n'y a pas de transition avec la percussion. C'est être le meilleur des amis ou le pire des ennemis. Et l'entre-deux est toujours merdique, je trouve. Et du coup, bon, évidemment, il y a plein de gens pour lesquels on n'est pas vraiment en interaction, du coup, il y a pas ni de pondération, ni de patience, ni de percussion. Mais alors, percussion, c'est pas au sens de mettre des gifles aux gens tout le temps, hein, c'est au sens d'être percutant, d'être décisif, que quand on décide que ça y est, c'est la guerre, on va pas prévenir 12 fois et dire attention, ça va être la guerre. On peut poser des limites, on peut dire les choses, on peut dire nos besoins et machin, et à partir du moment où c'est fini, bah, c'est acté et c'est fini et c'est une percussion. Qui peut être sur un plan, je prends des distances tout de suite, je fous la personne dehors, je vais au tribunal, peu importe. Chacun a son mode préféré d'expression de la percussion et j'encourage les gens à faire attention au cadre légal, c'est pas mal. La suivante, c'est high-tech tool, low-tech user. C'est une citation d'Ido Portal, qui est un mec, qui est un génie du mouvement, je trouve. Et un mec très très intéressant. Si vous connaissez pas, faites un petit Google et allez voir au moins les vidéos de voir ce mec bouger. C'est un truc de fou. Il a une conscience de son corps et une motricité fine et grande et subtile et une conscience de son corps en 3D. Il arrive à faire des choses que je pense les marsupilamis n'arrivent pas à faire. Et il enseigne ça et il a toute une culture qui va avec. Et un truc qu'il dit, c'est high-tech tool, low-tech user, c'est-à-dire avec des outils high-tech, les utilisateurs deviennent low-tech. Et inversement, moi j'aime beaucoup les kettlebells notamment parce que c'est un outil extrêmement low-tech, mais autour duquel on peut mettre en place plein de manières de s'entraîner et plein de façons de faire qui font qu'on devient high-tech nous-mêmes. Donc il y a un peu... c'est un peu aussi toutes les technologies qu'on utilise tout le temps, elles atrophient nos compétences. C'est aussi de faire des stages de survie et d'apprendre à faire du feu et à tailler des silex et machin, ça redéveloppe nos compétences. Plus les outils sont low-tech, plus les outils sont simples, moins il y a d'outils, plus on doit être high-tech nous-mêmes, quoi. Génial. Et je plus sois le fait d'aller voir vraiment ce que fait Ido Portal. Moi, c'est un gars que j'ai découvert il y a quelques années et avec une vidéo qui a été très populaire de lui où il y a toute son équipe qui fait des mouvements, etc. Ils font des camps d'entraînement. Enfin, mais allez jeter un œil parce que je mettrai un lien de toute façon, mais que ce soit pour effectivement la beauté du geste, mais surtout la philosophie, parce que je pense qu'il a complètement fait changer le paradigme à beaucoup de gens dans le milieu de l'entraînement, du fitness. Enfin, Clairement. c'est une des personnes qui a le plus, je pense, transformé l'industrie du fitness, enfin, du fitness, je parle au sens large, du sport, on va dire, Ouais, dans les dernières années, quoi. ouais vraiment, et il gagne vraiment à être connu, je pense. On continue sur les aphorismes. Il n'y a pas de grand complot. L'incompétence et la vénalité suffisent à tout expliquer. Alors, pour l'anecdote, c'est un proche du président de la République qui m'a dit cette phrase qui l'accompagne régulièrement dans les grands meetings, dans les trucs internationaux avec tous les pays, les grandes industries, etc. Et il m'a dit ça, il dit il n'y a pas de complot en fait. Il n'y a pas besoin. Voilà, donc l'incompétence et la vénalité, effectivement, sont des facteurs qui font que les gens, et les décideurs et les gens qui ont du pouvoir font pas forcément des erreurs, mais font des choix qui sont des fois intéressés ou des fois juste bêtes. Et ça crée des effets qui ressemblent à des complots. Que si on regarde de l'extérieur, ça peut carrément avoir l'air d'être super organisé, mais en fait, juste pas, quoi.
Et voilà, ça m'a fait beaucoup rire quand il m'a dit ça, et du coup, je l'ai noté, sans le citer parce que je peux pas, mais Un groupe est généralement beaucoup plus idiot que le plus idiot de ses membres. ouais. Il y a plusieurs phénomènes dans les groupes et dans les foules, mais globalement, il y a un truc de base qui est la dilution de la responsabilité. Quand on est dans un groupe, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est le groupe qui le fait. Et que du coup, s'il y a 20 personnes, on porte un vingtième de la culpabilité de faire ce qu'on fait. Et du coup, c'est ce qui fait que dans les wagons de train, il y a des nanas qui se font violer et personne bouge. Parce que chacun, inconsciemment, s'il n'est pas conscient de ce phénomène, porte 1 sur X de la responsabilité d'intervenir. Tout le monde se dit, mais pourquoi l'autre à côté, il y va pas? Pourquoi c'est moi qui devrais y aller? Et on se sent moins responsable parce qu'il y a d'autres gens qui sont aussi responsables avec nous, en fait. Donc il faut être conscient de ça. Et moi, je me méfie beaucoup des groupes. Par expérience, je sais qu'une foule, ça peut vraiment faire des trucs très cons, en fait, parce que ça réfléchit sur une base de dilution de la responsabilité. Et malheureusement, quand on n'est pas, enfin, les humains en général, quand ils se sentent pas responsables ni coupables de faire un truc, ça pèse vachement moins dans leur prise de décision. Et c'est souvent la peur de la répression ou la peur de se faire prendre qui fait qu'on va faire bien les choses. Et du coup, quand il n'y a plus ça à cause du groupe, ben, on fait de la merde. Euh, Après, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens que je connais qui sont capables de bien se comporter, même s'il y a plein de gens avec eux et qui font pas les choses bien par peur, mais qui font les choses bien par choix. Et du coup, eux, ils sont moins influençables par les foules, mais quand même. Redoubler de vigilance quand on a affaire à une situation de groupe. Ouais, ouais, et puis s'observer dans les groupes aussi. Voir comment nous-mêmes on interagit quand il y a plein de gens qui font le même truc que nous en même temps, là, et on voit ce truc un peu de meute qui se met en place très très vite. C'est assez instinctif en fait. Faut vraiment être vigilant à ça, je pense. Il est sage de faire rapidement le deuil de la réalité qu'on voudrait pour pouvoir voir la réalité qu'on a. On passe notre vie à vouloir changer des trucs qu'on veut pas qu'on peut pas changer. On passe notre vie à vouloir des trucs qu'on n'a pas, à pas vouloir des trucs qu'on a, dans une espèce de rapport de pensée magique de toute puissance que si je râle assez fort, la réalité va changer d'avis, quoi. Un peu comme les gamins qui font des caprices quand ils ont 2 ans et demi et qui se roulent par terre dans le supermarché, là. Ouais, mais je veux Mars, c'est pas gentil. Plus vite on accepte la réalité telle qu'elle est, plus vite on peut commencer à bosser dessus sur aux endroits où on a prise, en tout cas. Et plus le temps qu'on passe à pleurer, à faire notre caprice par terre dans le supermarché comme des gamins de 2 ans, plus longtemps on souffre, plus longtemps on fait rien, plus longtemps on règle rien, et plus longtemps on passe pour des cons. Et moi le premier, hein, moi le premier, je fais ça régulièrement. Je râle contre les touristes là, parce qu'il y a trop de touristes dans mon coin. Je râle contre machin. Je vais rien y changer, hein. Juste je fais mon caprice, quoi. On va finir avec le dernier qui est celui sur lequel je réfléchis le plus en ce moment. Et c'est lié au sport de combat. Je pourrais peut-être faire une anecdote après, mais nos actes ont plus d'impact sur nos pensées que nos pensées elles-mêmes. C'est difficile de changer de schéma de pensée, de croyance, de machin, juste en y pensant. Si par exemple, je pense qu'il faut que je sois hyper sec et affûté avec des tablettes de chocolat pour pécho des nanas, je peux penser très très fort que c'est pas vrai. Tant que je l'ai pas, tant que j'ai pas pécho des nanas en ayant un dad bod, je peux pas me prouver à moi-même que c'est faux. Et donc, quand je veux changer de croyance, c'est vachement plus facile de poser des actes qui vont aller confronter mes croyances et me prouver qu'elles sont pas vraies. Ça va être, si je veux gagner confiance en moi, je peux me faire des speeches de motivation dans la glace tous les matins, c'est super. Mais je peux aussi me sortir les doigts et poser des actes qui vont faire que je fais des trucs qui me prouvent que j'ai raison de croire en moi. Je vais me poser des petits défis, genre je vais faire mon lit, je vais faire la vaisselle, je vais faire mon sport, je vais faire de la mobilité, je vais faire machin. Je vais poser des actes qui me valident ma nouvelle croyance qui est que je suis pas si pourri. Et, euh, et voilà. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus dur de changer notre système de croyance en y pensant qu'en faisant. Et c'est pas pour rien que les gens procrastinent sans arrêt et qu'il y a une énorme différence entre la théorie et la pratique. C'est qu'il y a plein de gens qui font ouais, mais j'arrête de fumer quand je veux. Ben fais-le. Non, mais c'est bon, je ferai demain. Moi, de toute façon, c'est pas toi qui me dis quand est-ce que j'arrête de fumer. Ouais, ok. Donc tu peux pas en fait. Oui, si je peux, mais c'est quand je veux. Enfin, voilà.
Je suis 100% d'accord avec ça et c'est exactement l'exemple que vous avez donné sur la confiance en soi. C'est quelque chose que je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais le, la musculation, c'est une bonne base pour avoir confiance en soi, Mhm. mais c'est deux mondes différents avec la bagarre. Bah, grave. Et quand je dis la bagarre, je parle pas de la bagarre de rue, je parle de simplement la confrontation. Donc ça peut être de la boxe, ça peut être des sports au sol, ça peut être du judo, peu importe, mais le fait de se confronter physiquement à quelqu'un, et ça vaut pour les hommes, ça vaut pour les femmes. Euh, Ça peut pas être remplacé par une enveloppe, par un physique agréable, etc. Avoir l'air de rien, mais être capable de tout, c'est un truc que j'adore. Bon, après, j'ai pas le physique adapté pour incarner ma philosophie, parce que j'ai toujours été massif et de ça, mais j'aime beaucoup quand même, alors que je fais 120 kilos, commencer à courir et m'en sortir pas trop mal, et faire de la rando, et faire des tractions, et faire des trucs que les mecs de 120 kilos peuvent pas faire normalement. Et j'aime beaucoup aussi, avec mon look de viking tatoué, barbu chauve, mâle alpha dominant, toxique, ce que vous voulez, être celui qui va dire au mec, non mais écoutez vos émotions. Réfléchissez, soyez délibérés, affranchissez-vous des morales à deux balles, etc. Parce que ça colle pas avec l'image qu'on se fait de moi a priori. Quand je dis je suis instructeur de survie, les gens ils s'imaginent que je chasse le sanglier au couteau dans la forêt et que je le mange cru, quoi. Alors qu'en fait, je dis aux gens non, mais préparez votre rando, prenez le temps de bien analyser votre itinéraire et soyez attentif à votre état de santé. Si vous avez un petit début d'ampoule, soignez-le tout de suite. Enfin, ça surprend, mais ça marche. Et c'est exactement pour ça que je suis ravi de vous avoir réussi parce que ça casse les codes et ça permet de transmettre la philosophie au-delà juste de ce que on peut voir, encore une fois, dans les médias et c'est le but de ce podcast. Je vous propose qu'on finisse avec les questions de la fin, qui sont des questions traditionnelles. Si vous pouviez dîner avec une personne, morte ou vivante, ça serait qui? Pouah, Hemingway. Ok. Pourquoi? Parce que ce mec me fascine. Il a eu une façon toute sa vie d'être scrupuleusement lui-même qui m'inspire beaucoup. Et franchement, j'apprendrais peut-être pas grand-chose, mais je suis sûr qu'on se marrerait de ouf. Est-ce que vous avez une croyance impopulaire? Une croyance impopulaire. Ouais, ouais, il faut manger 2,2 à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. C'est très impopulaire auprès de mon banquier, auprès des véganes, auprès de plein de gens qui pensent que la viande c'est mal. Et j'avoue, ça a un impact écologique énorme, mais n'empêche que depuis que je fais ça, je vais mieux, quoi. Je crois que c'est Jordan Peterson, je sais pas si ça vous parle, qui a fait une diète à base de bœuf ou de viande uniquement. Ah ouais, il s'est tapé un délire carnivore, je crois, ouais. Ouais, qui vendait, enfin il vendait pas, mais qui mettait en avant ça euh, comme étant la solution à beaucoup de problèmes de santé qu'il avait eu. Il a perdu beaucoup de poids, etc. Donc je suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Hein. Je suis juste en train de constater que Ouais, ouais. Moi, je pense que toutes ces diètes extrêmes, j'en ai testé plein, hein, que ce soit le céto, le jeûne intermittent, j'ai essayé d'être végétarien pendant un temps, j'ai essayé plein de trucs. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un truc qu'il faut retenir, c'est que chaque diète, enfin, chaque personne a une diète qui lui convient bien, et le jeu, c'est de la trouver. Moi, ce qui marche bien pour moi, c'est 2 tonnes de légumes, 2 tonnes de protéines, et un petit peu de féculents, on pourra ajuster si j'ai encore faim après. Ça marche bien pour moi. Pour d'autres, ça va être 2 tonnes de féculents et d'huile d'olive. Pour d'autres, ça va être, je sais pas quoi. Enfin, chacun fait son truc, mais l'idée, c'est je pense, d'essayer dans la durée ce qui fonctionne bien pour nous et d'écouter notre corps, encore une fois. Et il n'y a rien qui nous empêche de faire un petit bilan sanguin de temps en temps pour voir si la théorie et la pratique sont réconciliables, quoi. complètement. Qu'est-ce que vous me conseillez de recevoir sur ce podcast? Louis Lavoué, qui est un de mes potes qui est préparateur physique et qui bosse beaucoup en posturologie et il a une approche hyper intéressante enfin déjà c'est un mec assez atypique qui a un parcours scolaire plus que chaotique, qui est trop intelligent pour être adapté au milieu scolaire, trop libre penseur pour se contenter des systèmes tout faits. Euh, il a, un- il a creusé plein d'approches de prépa physique et de
ouais, de méthodes et de principes et de concepts. Et il a aujourd'hui développé un système de systèmes qui est vraiment génial et qui m'a beaucoup servi, qui me sert encore beaucoup. Entre la posturo et plein d'autres approches qui, je pense, à mon avis, gagnent vraiment à être connues. Il est en train de monter un cabinet là, avec des professionnels, des kinés, des machins à Lyon. Et ouais, ce serait vraiment dommage qu'on n'entende pas parler de ce mec-là plus souvent. Ok. Et ben, je vais aller voir ce qu'il fait. C'est quoi la meilleure façon pour les auditeurs de suivre votre travail? On a parlé de Quick and Dirty. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez mettre en avant? Comment les gens peuvent suivre votre travail? Alors, sur les réseaux, Facebook, Insta, Twitter, sur mon site perso, davidmanis.com. À partir de là, vous avez un peu tout. Accès au podcast, à la newsletter. J'interagis beaucoup moins, en fait. Enfin, je poste pas grand-chose de significatif sur les réseaux sociaux depuis une petite année parce que je trouve que j'ai pas envie de leur fournir du contenu de qualité gratos pour me faire pomper le cerveau derrière. Et du coup, j'ai ma newsletter qui s'appelle David's News, que vous trouvez sur mon site perso, davidmanis.com. Sinon, pour les stages de survie, ça se passe au ceets.org. Toutes mes formations, tous mes trucs à moi perso sont sur davidmanis.com. Et puis voilà, en gros, c'est ça. Les derniers bouquins que j'ai sortis, c'est Démocratie en danger. Donc là, je m'attaque à la survie de la société, en gros. Mais sinon, il y a Quick and Dirty, je fais quelques traductions, et il y a les 4 manuels de survie. Donc le manuel rouge, le premier manuel de survie en milieu naturel. Et derrière, il y a trois spécialisations du truc par biotope, à savoir forêt, montagne et grand froid. Donc manuel de survie en forêt, manuel de survie en montagne, etc. Et je conseille quand même aux auditeurs d'aller voir votre site parce que je vais pas en dire plus. Voilà, je vais juste le conseiller. Allez voir le site de David Maniz pour la forme et allez lire les newsletters également pour le fond parce que je suis sûr que vous allez apprendre pas mal de trucs. Et il y a la page des aphorismes sur laquelle vous pouvez passer un peu de temps. Franchement, si vous voulez un peu d'inspiration, de réflexion, moi c'était cool, ça m'a fait du bien, j'ai bien aimé passer sur cette page et c'est différent de ce qu'on peut trouver sur d'autres sites. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais allez consulter ce. Ça me fait plaisir que vous ayez accroché sur cette page parce que c'est probablement celle que j'aime le plus faire et sur laquelle j'ai le moins de retours. Les gens ils passent dessus, puis de temps en temps ils peuvent la partager, mais c'est pas comme sur Facebook où il y a des likes et des machins. Je sais pas si les gens la lisent même. Du coup c'est cool. Ouais, franchement, il y a vraiment des pépites en termes de réflexion et je sais que les auditeurs qui nous écoutent sont des gens qui aiment réfléchir, penser à pas mal de choses et ça peut vous ouvrir des portes. Voilà, on a juste scratché la surface parce que je crois qu'il y en a 100, plus de 100. C'est à 180 et quelques là. C'est ça. Donc voilà, ça peut vous faire des petites lectures le soir avant de vous endormir. Merci beaucoup David d'être venu sur l'Anti-School. Mais merci de l'invitation, c'était hyper cool, discussion très enrichissante et très ouverte, ça m'a fait du bien au cerveau.